Je n'ai pas salué au passage. Ça nous fait drôle, on a l'impression d'avoir une salle toute petite, là, après avoir vécu plusieurs... enfin, une année. Enfin, ouais, une année dans une salle, dans une grande salle. Alors, les pouvoirs dans un premier temps. Donc, Philippe Barré qui donne pouvoir à Marie-Thérèse Guinaud. C'est quoi ça? Merci. Martine Sosso donne pouvoir à Arnaud Bouget. Marie-Hélène Martin-Barlier donne pouvoir à Philippe Berger. Fabienne Parpaillon à Olivia Bertrand. Yveline Thibault à François Hudevin. Patricia Beau à Jean-Marie Soulard. Il est arrivé, Jean-Marie? Non, bon, je le mets de côté. Vincent Jules à Patrice Gendronneau. Bergerette Aulneau à Lisiane Moreau. Pierre Careil à Isabelle Touzeau, Catherine Poupée à Brigitte Hibert, Jeanne Gandriot à David Marcheguet et Serge Kubrick à Béatrice Pierre. Elle est arrivée, Madame Pierre? Ah oui, je la vois. D'accord, merci, excusez-moi. Voilà, donc on n'a que Madame Beau, on verra après, parce que Monsieur Soulard n'est pas arrivé, hein, Stéphanie, pour le moment. Hein, merci. Il arrive? Il arrive, bon, bah d'accord, donc c'est bon. Merci. Ensuite, il nous faut un secrétaire de séance. Et je vous propose, mais je ne sais pas s'ils sont arrivés, Fleur Revenot, je ne sais pas si elle est arrivée. Fleur, non. Joël Bluto, Joël est là? Ouais. Ou François Hudevin, est-ce qu'il est arrivé, François? Non, mais je ne sais même pas si bien. Donc, Joël, c'est bon? Ouais, c'est possible? Ok, merci beaucoup. Et puis, on va donc ouvrir ce conseil communautaire avec comme premier point le compte-rendu, le procès-verbal de la séance du 16 septembre. Y a-t-il des observations? Non, je vous remercie. Ensuite, vous aviez donc la présentation des délibérations consenties par le conseil communautaire et au bureau communautaire et à moi. Est-ce qu'il y a des questions sur ces délibérations? Non, c'est bon? Très bien, je vous remercie. On y va. Ah ben là, oui. On a un wagon qui arrive là. C'est vrai, les Luçonnais sont arrivés. Alors, on y va sur la première délibération qui est l'installation d'un nouveau conseiller communautaire, puisque sur la commune de Nallier, Madame Françoise Loiseau-Alétru a démissionné. Donc, il convient de la remplacer. Et donc, au regard de la composition de la liste électorale, c'est donc Madame Ninon Lacollet qui remplit les fonctions et qui... Alors, est-ce qu'elle est présente? Non, elle n'est pas là. D'accord. Mais je vous demande donc d'acter l'installation en tant que conseillère communautaire, représentant de la commune de Nallier, de Madame Ninon Lacollet. C'est dans l'ordre, c'est la liste. Hein, donc, pas d'opposition. Ah, ok. D'accord, pas d'opposition? Merci beaucoup. Je passe la parole sur la seconde délibération à Laurent. Oui, c'est à propos du syndicat mixte Sud-Vendée Tourisme et notamment le retrait de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral de ce syndicat. Vous savez qu'un établissement public de coopération intercommunale peut se retirer d'un autre établissement public de coopération intercommunale dont il est membre avec le consentement de son organe délibérant. En cas de retrait, un accord doit être trouvé par délibération concordante sur les conditions patrimoniales et financières et donc qu'on trouve un accord de sortie. La communauté de communes Sud-Vendée Littoral est adhérente du syndicat mixte Sud-Vendée Tourisme qui a pour objet de préparer et de mettre en place des actions de promotion et de développement du tourisme. Or, au titre de l'article 83 et suivant de la loi de 2015, dit la loi NOTRe, la compétence promotion du tourisme, dont la création des offices de tourisme, est désormais une compétence obligatoire des EPCI à fiscalité propre.
et donc exercée par la communauté de communes Sud-Vendée Littoral depuis le 1er janvier 2017. Ce qui veut dire que depuis le 1er janvier 2017, on participe à un syndicat qui, en fait exactement ce que nous faisons, mais en plus, il n'a pas la compétence de le faire. Donc, à ce jour, la société publique locale Sud-Vendée Littoral Tourisme porte le programme d'action du tourisme et n'a pas besoin, selon nous, de continuer à participer à la communauté de communes, enfin au syndicat mixte Sud-Vendée Tourisme. Et on vous propose donc le retrait de la communauté Sud-Vendée Littoral du syndicat mixte Vendée Tourisme. Voilà, sachant qu'évidemment, il y a une participation financière. Ça nous coûte 96 000 € tous les ans pour un travail qu'on fait déjà nous-mêmes. Voilà, donc il n'y a pas de mauvaise intention. Il y a l'idée d'un accompagnement. On a vu avec la présidente, fait 2 visites auprès de ce syndicat pour justement qu'il puisse avoir un atterrissage propre, puisqu'il y a quand même de la ressource humaine. Leur enlever 96 000 €, c'est aussi leur enlever les 3 quarts des subventions, enfin de leur budget. Donc, quelque part, il faut qu'on les accompagne, mais l'idée est de ne pas pérenniser une situation qui ne doit pas être pérennisée parce qu'elle est illégale. Voilà. Et on vous demande d'accepter ce retrait et de permettre à Madame la Présidente de mettre tout en œuvre pour procéder aux démarches. Est-ce qu'il y... Non, vas-y. Est-ce que des gens s'abstiennent? Il y a des questions d'abord, peut-être? Pas de questions. Des gens s'abstiennent? Personne n'est contre? Merci. Merci beaucoup, Laurent. Et pour poursuivre, je passe la parole à David. Ah non, tu ne veux pas parler. Donc l'objet, je reprends la délibération, j'étais parti sur la page du BOP. L'objet, c'est ce soir en tout cas, de ne pas se tromper sur l'objet de la délibération qui vous est proposée. Il ne s'agit pas de réaliser ou de concevoir en tout cas une société SAS, donc société anonyme à action simplifiée, pardon. Il s'agit bien de travailler sur un protocole d'accord en vue de créer ou de développer ce projet-là. Donc c'était juste pour recontextualiser un petit peu ce protocole d'accord. Vous savez que la Comcom Sud-Vendée Littoral élabore son PCAET. Donc dans les étapes, on a terminé le diagnostic, on a validé la stratégie et on est en train de travailler désormais sur le plan d'action. Et en fait, on essaye de travailler à la fois la mise en œuvre de ce PCAET, mais également déjà de commencer, de lancer les premières actions qui vont de toute façon être transcrites à terme dans le plan d'action du PCAET. Et notamment, parmi les obligations de la stratégie, en tout cas ce qu'on a déjà identifié dans la stratégie, c'est la mise en œuvre de la production d'énergie renouvelable sur le territoire. Et dans ce cadre-là, il va falloir qu'on travaille sur la mise en place d'une société qui permettra sur le territoire, et là, il faut bien délimiter un petit peu l'objet de cette société. Il s'agit de mettre en place des énergies renouvelables sur les territoires dont la communauté de communes a la jouissance, c'est-à-dire sur les territoires qui lui sont sur le territoire ou sur le terrain qui lui sont propres, ou et avec les communes qui voudront bien justement intégrer cette société à terme pour mettre en place de la production d'énergie renouvelable. Donc on soit très clair, il ne s'agit pas du tout de travailler sur des périmètres qui ne sont pas des périmètres de la communauté de communes, en tout cas qui ne sont pas propriété de la communauté de communes, et il ne s'agit pas non plus de travailler sur des territoires privés. Donc voilà un petit peu le principe. L'objet derrière, c'est qu'on crée cette SAS, donc il y a la loi de la transition énergétique qui permet désormais aux collectivités de participer financièrement à la mise en œuvre et de fourniture, en tout cas, et la mise en œuvre de production d'énergie sur son territoire. Et donc le principe, c'est ça, c'est d'aller avec Vendée Énergie, plutôt que d'aller avec un moteur privé. Eh bien, ce qui vous est proposé ce soir, c'est de travailler un accord avec Vendée Énergie, de créer cette société, et que ce soit derrière cette société qui investisse sur le territoire et à destination de la production des énergies renouvelables sur le territoire. Donc un petit peu ce qui vous est proposé dans le cadre de cette opération-là. Alors, pour être très clair aussi, derrière, il y aura à travailler sur la gouvernance, c'est-à-dire
Le Vendée Énergie aura l'obligation d'être prioritaire en termes d'investissement de gouvernance dans cette SAS. Donc, il nous faudra, nous, mettre le curseur. Est-ce que c'est 60-40? Est-ce que c'est 70-30, etc., etc. En tout cas, il y aura ça à travailler. Mais derrière, il y a un accord qui est très bien stipulé dans l'annexe qui vous est proposée. Hein. C'est que c'est un accord d'actionnariat, où en tout cas, il ne sera jamais pris une décision qui impacterait le fonctionnement de cette SAS sans que la communauté de communes ne soit complètement investie dans la prise de décision. Donc voilà un petit peu où on en est sur la proposition de ce soir. Donc c'est bien une proposition qui vise uniquement un accord en vue de développer les énergies renouvelables sur le territoire. Un accord qui vise à terme à créer cette SAS avec une gouvernance partagée entre la Comcom et Vendée Énergie. Voilà où on en est sur le protocole de ce soir. Et le territoire, et en tout cas le périmètre d'action de cette SAS ne concernera que les projets qui seront développés sur des territoires qui appartiennent à la communauté de communes, des terrains qui appartiennent à la communauté de communes, ou sur des terrains qui appartiennent aux communes et qui voudront bien se rattacher là. Voilà, un petit peu, je ne sais pas si c'est peut-être un petit peu technique sur la finalité de cette protocole d'accord, mais on reste encore dans les grandes lignes. Et derrière, l'objectif, c'est d'identifier avec Vendée Énergie quelles vont être les potentialités d'investissement sur notre territoire, et derrière de flécher les investissements pluriannuels qu'on pourrait faire dans le cadre de cette SAS avec Vendée Énergie. Je vous rappelle que l'objectif aussi, c'est si on est avec Vendée Énergie, c'est de maîtriser les coûts de fonctionnement et de maîtriser derrière les coûts de revente de l'énergie. Donc essayer d'avoir la main mise sur ces deux volets-là, c'est important, mais c'est aussi une politique qui est déjà dans d'autres thématiques hein, sur le territoire vendéen. Vous parlez des déchets, on est déjà dans cette politique-là. Donc là, c'est intégrer ce même dimensionnement, mais avec les productions d'énergie renouvelables. Donc identifier quels vont être les besoins d'investissement, lever les fonds ensuite, c'est-à-dire qu'avec Vendée Énergie et Sud Vendée Littoral, on aura la possibilité sans doute d'aller chercher jusqu'à 80-90% de subventions sur ces investissements-là. Et ensuite, la SAS viendra investir au prorata de ce que l'on aura décidé en termes de gouvernance entre Vendée Énergie et la Comcom, donc les 20 derniers pourcents. Eh ben, il faudra voir si on est sur du 70-30, du 60-40, etc. Voilà en termes de projection autour de cette délibération qui vous est proposée ce soir. Ok, Oui. Merci David. Alors, il y a deux délibérations pour David, hein. Ah oui, Donc pardon, tu les as inversées. Tu as pris la dernière avant la première, c'est pas un problème. On va poursuivre celle-ci, on va finir celle-ci. Est-ce qu'il y a des questions? C'est pour ça que je disais, C'est pour ça que tu m'as regardé, tu as deux. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, là-dessus, sur ce protocole? C'était pas la bonne. Ça y est, je l'ai. Oui, Philippe. Oui, sur les projets qui seraient éventuellement en cours avec des sociétés privées, que fait-on? C'est effectivement une question qui se pose, c'est-à-dire les communes qui ont déjà sur le territoire des projets qui sont lancés avec des porteurs de projets privés, se posent la question de savoir si c'est sur un territoire qui vous appartient ou sur un terrain qui vous appartient. Auquel cas, si c'est sur un terrain qui vous appartient, vous pouvez vous retourner vers cette future SAS, et c'est donc cette SAS qui sera finalement, ou qui sera le porteur de ce projet-là, et qui viendra suppléer le porteur de projet privé. Donc ça fonctionne que si, effectivement, vous êtes sur un espace public. Si vous êtes sur un territoire privé, et j'en veux, voilà, on parle de photovoltaïque sur des territoires agricoles, par exemple, portés par un porteur de projet. Donc là, on est sur du privé-privé, et on peut que solliciter que le privé se retourne vers Vendée Énergie, puisqu'il peut aussi accompagner des porteurs de ce style. Mais on n'a pas plus de levier que cela. Merci. Est-ce que ça répond, Philippe? Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, dans ce cas-là, on va mettre aux voix. On va demander de valider le protocole d'accord. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Bon, je vous remercie. Et je m'excuse pour avoir été... Si tu veux bien reprendre la première délibération. Et je vais reprendre la première délibération. S'il te plaît. Hop, je la retrouve. Elle est où?
fait, c'est le rapport sur la situation de la collectivité en matière de développement durable. Voilà, tout simplement, c'est le rapport qui est proposé tous les ans sur la situation de la collectivité en matière de développement durable. Donc on est sur un rapport d'activité relativement simple, basique, je vais dire. Il n'y a pas de problématique particulière sur ce qui a été proposé. Alors vous verrez, ça balaye relativement large. Là, du PSAET, on aborde bien sûr l'habitat, on aborde aussi les déchets. Donc c'est un rapport d'activité qui présente l'ensemble de ces éléments. Ok, donc il vous est juste demandé de prendre acte de la tenue de la présentation du rapport. Pas d'opposition. Donc on prend acte, je vous remercie. Merci David. Alors, les points suivants, si je peux me permettre. Donc, je passais la parole à Nicolas Vanier, puisque vous savez, on est dans les 2 mois qui précèdent l'examen de notre budget. Donc, nous avons obligation de faire travailler ce document d'orientation budgétaire, document lourd, travailler de façon très approfondie, bien entendu, et je vais commencer par remercier Nicolas pour le travail fait, et puis les services, Delphine qui est au fond et son équipe, pour la qualité du travail qui vous sera présenté. Et je passe la parole à Nicolas. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, comme vient de le rappeler la présidente, vous le savez maintenant, on a obligation, dans le cadre du vote du budget, de vous présenter donc le rapport d'orientation budgétaire. L'idée étant, bien sûr, de vous communiquer les orientations qui préfigurent du futur budget et de vous informer également donc, sur la situation financière de la collectivité et puis, bien sûr, de vous présenter les actions mises en œuvre. Logiquement, voilà, on a un diaporama qui va vous être projeté. Je vais essayer d'être le plus pédagogue possible. On a mis des diagrammes, des histogrammes pour que ce soit assez facile à suivre pour tous. Donc, comme je viens de vous le rappeler, un certain nombre d'informations à vous communiquer, notamment concernant donc, le contexte national et international sur lequel je vais être assez bref, si vous me le permettez, tout simplement parce que ce qui nous concerne ce soir, c'est le PCI, et c'est là-dessus que je souhaiterais qu'on passe du temps et qu'on échange selon vos observations. Donc sur le contexte, simplement rappeler que la croissance estimée pour 2022, elle sera de l'ordre de 4%. Après, donc un fort rebond cette année de l'ordre de 6%. Et puis, concernant les collectivités, on nous annonce une épargne brute de 35 milliards à la fin de l'année 2019. Donc des résultats plutôt encourageants, en tout cas bien plus encourageants qu'après la crise de 2008. Concernant les orientations du projet de loi de finances pour 2022, donc on le sait, il y aura une extinction progressive des dispositifs exceptionnels de soutien économique, notamment le plan France Relance, les 100 milliards qui arrivent à leur terme, la volonté du gouvernement de poursuivre au niveau de la transition écologique, et puis pour ce qui concerne plus particulièrement les collectivités territoriales, on le sait, normalement on nous annonce des concours financiers stables, notamment pour la partie DGF, avec peut-être un rebond pour les collectivités concernées sur la DSR et la DSU, donc dotation de solidarité urbaine et rurale. Et puis au niveau des indicateurs, une réforme des indicateurs financiers, notamment sur le potentiel fiscal, puisque de nouvelles ressources sont intégrées, notamment les DMTO, droit de mutation à titre onéreux, et puis d'autres indicateurs comme la taxe locale sur la publicité. Enfin, en matière de fiscalité locale, vous le savez, la réforme de la taxe d'habitation qui se poursuit et la baisse des impôts de production à hauteur de 20 milliards. Voilà sur cette partie sur laquelle je n'ai pas envie d'être beaucoup plus long parce que je voudrais vraiment qu'on se penche sur ce qui nous concerne. Le contexte, vous le connaissez. Donc c'est plutôt de parler de l'EPCI. Concernant donc la formation de l'épargne de Sud-Vendée Littoral, on imagine pour cette fin d'année 2021 un atterrissage qui devrait nous amener à estimer notre CAF net pour l'année à venir, l'année en cours, j'entends, 2021, à un peu moins de 830 000 euros. 830 000 euros, c'est-à-dire qu'on serait bien en deçà, et le graphique le démontre assez facilement, bien en deçà de ce qu'on a pu connaître sur les exercices antérieurs, puisque, je vous le rappelle, on était à 2,3 millions sur le compte administratif 2020, et puis 2,5 millions au titre de l'année 2019. Donc une forte détérioration de notre CAF net, avec un taux affiché à 2,58,
Donc, ce qui veut dire que sur cet exercice en cours, on peut imaginer, en tout cas, c'est la tendance qui se confirme et qu'on avait déjà eu l'occasion d'annoncer, je dirais, sur les précédentes réunions, des indicateurs qui sont tous fortement dégradés, à commencer sur celui de la capacité de désendettement, même si on est toujours dans les standards, puisqu'on afficherait 8,4 années de désendettement, pour un ratio admis entre 10 et 12 plutôt acceptable. Donc ce ratio-là, malgré tout, est le seul pour lequel on peut considérer qu'il est dans les clous, puisque le taux d'épargne brut, lui, passerait à 7,73, donc en deçà des %. Peut-être l'indicateur le plus critique, c'est le taux d'épargne net. Le seuil de prudence est 7%, donc là, on imagine atterrir à 2,58. Et concernant le coefficient de rigidité, un taux à 0,50, donc déjà une alerte, puisque le seuil critique c'est 0,55, mais 0,50 c'est déjà un indicateur d'alerte. Donc autant dire que sur ces prévisions d'atterrissage au titre de l'exercice 2021, beaucoup d'inquiétudes sur l'état futur de notre capacité à investir, puisque je vous rappelle, 830 000 euros, c'est forcément peu. Une fois qu'on a dit ça, il faut quand même préparer l'exercice à venir, donc le budget primitif 2022. Donc il y a déjà des tendances qui se dégagent. On imagine construire un budget en fonctionnement à l'équilibre à 32 949 283 euros, avec, comment dirais-je, pour les charges à caractère général, une inscription qui serait à l'identique de celle qu'on a connue l'an passé, à savoir 5 549 000 euros. Pour autant, parce qu'il y a un effort assez considérable de fait sur ce 0,11, en tout cas on ambitionne de faire des efforts conséquents, puisque vous le savez, on a pris la compétence mobilité. Ça veut dire qu'il va falloir payer les prestataires aujourd'hui par le biais des conventions qui sont donc pour la tranche un prestataire privé, pour le Luçon, donc le service de la Luciole. Donc là, c'est sur ce chapitre-là, c'est des dépenses assez importantes en plus, de l'ordre de 300 000 euros. Alors certes, en contrepartie, on va restituer la compétence DECI, donc avec les bornes d'incendie. Donc on aurait une économie imaginée de quasi 70 000 euros sur ce chapitre, également pour la fourrière animale. Mais malgré tout, donc une hausse importante sur ce chapitre, et ce qui a été demandé aux gestionnaires quand on les a rencontrés dans le cadre de nos concertations budgétaires avec la présidente, c'est de faire avec moins, pour être très clair, puisqu'on n'arrivait pas à l'étal. Donc il a fallu trouver des sources d'économie potentielles, ce qui n'est pas forcément facile, parce que sur les 0,11, là, on imagine atterrir à quasiment 90% de consommés. Malgré tout, c'est la consigne qui sera passée pour le prochain budget, c'est de faire en sorte que on ne dépense pas plus que ce qu'on avait inscrit précédemment. Donc la ventilation qu'on vous propose, et j'irai davantage dans le détail dans le cadre de la présentation du budget, mais c'est pour, encore une fois, vous donner les grandes tendances. Sur les fonctions support, on inscrirait donc 590 000 euros, un peu plus de 740 000 euros sur la stratégie du territoire. Pour les services techniques, la direction des services techniques et de l'environnement, 2,5 millions. Et enfin, pour terminer, donc la direction des services à la population, direction également de la cohésion sociale, donc 1 700 000. Vous avez, dans le cadre des annexes qui vous avaient été adressées, la ventilation, la répartition par gestionnaire, et vous observerez que bon nombre de gestionnaires donc, ont vu leur crédit sur ce chapitre-là diminuer, encore une fois de manière sensible, mais c'est important de le faire. Voilà pour la partie 0,11. J'essaye d'aller vite sur ces parties-là parce que je voudrais m'attacher à vraiment passer du temps sur la prospective, sur le mandat et puis sur le PPI, puisque c'est l'objet de la délibération de ce soir, en tout cas de la présentation de ce soir, pour être plus juste. Sur le 0,12, les charges de personnel, donc on avait pour cette année inscrit des crédits qui représentaient 6% de plus que l'an passé, et pour autant, les crédits qui s'élevaient à 10 904 000 seront, on a conscience depuis quelques mois maintenant, on l'avait déjà annoncé dans le cadre de commission de finances, mais seront manifestement insuffisants. Il y a de fortes chances pour qu'on ait besoin de passer par une décision modificative en fin d'année pour pouvoir arriver à payer le traitement des agents.
ce qui nous amènerait donc grosso modo à 160 000 € de plus sur ce chapitre, ce qui avait été prévu à l'origine au moment de la constitution du BP. Et pour l'année à venir, le service RH nous demande d'inscrire 11 695 000 €, ce qui représenterait donc 7,26% d'augmentation par rapport à 2021 et donc 6% par rapport au crédit qu'on imagine consommer sur 2021. Vous avez la présentation qui vous explique, je dirais de manière assez précise, d'où proviennent ces augmentations. La première, on n'en est pas responsable, c'est l'évolution du SMIC. Mais malgré tout, voilà, on l'a subi. Donc l'évolution du SMIC, c'est quasi 40 000 € de plus. Le GVT, c'est un petit peu moins de 50 000 €. Tout ce qui concerne donc les avancements de grade, l'évolution de la carrière des agents, c'est 40 000 €. On continue donc l'harmonisation qui passe parfois par de la revalorisation salariale à hauteur de 25 000 €. Les décisions des créations de postes de l'année antérieure, qui là seront à assumer sur une année complète, à hauteur d'un peu plus de 320 000 €. Et compte tenu de ce qui précède, je vous proposerai, mais on aura l'occasion d'en discuter, de ne pas inscrire davantage que 65 000 € de crédit pour des emplois supplémentaires, ce qui représente grosso modo 2 ETP. Alors je le sais, je le dis tout de suite, et puis on peut engager le débat si on le souhaite. Ce n'est pas conforme aux remontées à la fois de mes collègues autour de la table et des attentes du terrain, mais pour autant, c'est la proposition que je ferai dans le cadre du budget, puisque vous le voyez, aujourd'hui on a un poste qui représente 38% de nos charges de fonctionnement, qui fait quasiment 11,7 millions pour l'exercice à venir, donc avec nécessairement sans augmentation de personnel supplémentaire, mais effectif constant, vous le voyez, par des effets naturels, des augmentations sensibles, qu'on aura du mal de toute façon à absorber et à assumer sur les années à venir. Donc le choix que j'ai fait, que je présente à la présidente, c'était de dire on ne pourra pas imaginer plus de 2 créations de postes pour l'exercice futur. Voilà. Tu veux compléter? Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un gros travail est mené dans le cadre, vous savez qu'on a choisi de faire un travail sur l'organisation, donc c'est important parce que ça permet aussi de revoir comment est-ce qu'on peut moduler certains postes. Et en effet, il faut être conscient qu'on ne peut pas systématiquement aller vers des recrutements quand il y a un départ. Un départ, c'est pas forcément un recrutement, un départ, c'est une réflexion de comment est-ce qu'on peut s'organiser. Est-ce que ce travail doit rester en interne au niveau de notre collectivité? Est-ce que nous devons plutôt externaliser quelques missions? Donc maintenant, enfin, depuis déjà le début, à chaque départ, c'est une réflexion qui est menée. A contrario, nous prenons de nouvelles compétences. Et ces nouvelles compétences, elles s'accompagnent systématiquement d'un recrutement pour pouvoir l'exercer. On parlera lors du budget du PCAET, du PLH, de la mobilité. Toutes ces compétences, en interne, nous n'avons pas aujourd'hui les ressources et en même temps, on ne pourra pas continuer à recruter systématiquement. Donc c'est une réorganisation globale sur laquelle nous sommes extrêmement attentifs parce qu'il nous faut exercer les missions, mais en même temps, il nous faut garder une capacité à agir. Et ça ne passera que par un levier très rigoureux. Il faut, voilà, un levier. Donc, on le voit aujourd'hui au niveau du DOB. Le travail continuera à se faire pour arriver sur le budget définitif. Mais en effet, c'est un travail qu'avec Nicolas, nous avons mené en rencontrant les gestionnaires, en rencontrant les vice-présidents. Le travail n'est pas abouti. Mais voilà, c'est une véritable prudence que nous devons avoir. Il en est de notre responsabilité d'élus et la responsabilité devant les usagers, devant notre population. Donc, et en même temps, on sait très bien qu'on a un service à leur rendre. Voilà. Donc il faut trouver le bon équilibre pour répondre à nos obligations et en même temps ne pas se mettre en difficulté. Et je continue, si vous avez des observations, vous n'hésitez pas. L'idée, c'est de le faire sous forme de débat, donc c'est de le faire sous forme d'échange. Tout simplement, donc je poursuis. Concernant donc le 65, ce qu'on appelle les autres charges de gestion courante, on vous proposera là d'inscrire 220 000 € de plus que lors de l'exercice 2021.
Augmentation qui se justifie principalement par, je dirais, nos participations auprès des syndicats, en l'espèce Trivalis, puisque vous le savez, dans le cadre de l'augmentation de la TGAP, la taxe générale sur les activités polluantes, on aura forcément une augmentation importante de l'ordre de 5% jusqu'en 2025. Donc on a provisionné cette augmentation. Et également, on le verra, puisqu'on fera tout à l'heure un zoom sur la GEMAPI, une augmentation, en tout cas dans le cadre des premières concertations avec les syndicats, une augmentation sensible à attendre sur, je dirais, la taxe GEMAPI pour l'exercice à venir. Malgré tout, quelques sources d'économie, notamment donc la fin de ce qui concerne la prestation de démoustication avec comment dirais-je, la restitution de la compétence aux communes concernées, à savoir les communes littorales de l'Aiguillon, la Faute et de la Tranche-sur-Mer. Et puis, Laurent vous l'a présenté tout à l'heure, l'économie réalisée dans le cadre de notre départ du syndicat mixte Sud-Vendée Littoral Tourisme. Non, du Sud-Vendée Littoral, Sud-Vendée Tourisme, pardon. J'en perds mes mots. Tellement il y a effectivement de compétences qui se doublonnent. Donc là, c'est quand même une économie importante qu'on pourrait faire sur ce chapitre-là, de quasi 100 000 €. Donc c'est avec plaisir qu'on l'apprend. Et puis, concernant les subventions de fonctionnement, on maintiendrait les subventions telles qu'on les a inscrites les années antérieures. 765 000 € justement pour la SPL Sud-Vendée Tourisme, et puis un peu moins de 52 000 € pour le CCAS. Pour les charges exceptionnelles et les atténuations de produits, donc là, il y aurait forcément une minoration des AC, des attributions de compensation, puisque dans le cadre du transfert de la compétence mobilité, également donc, ce qui concerne le DECI, les bornes d'incendie, la fourrière animale, la démultiplication, j'ai dit, enfin bref, face aux restitutions et aux prises de compétences, donc des ajustements des attributions de compensation, qui expliqueraient une inscription moindre sur ce chapitre-là. Ce qui nous permet d'avoir une vision assez synthétique des dépenses de fonctionnement. Vous le voyez, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc au niveau des charges de personnel, 38%. C'est ce qu'on observe, hein, c'est la moyenne observée pour les EPCI concernant les charges de personnel. Mais malgré tout, voilà, avec beaucoup de vigilance. On a dit donc les atténuations de produits, les AC principalement, qui représentent plus de 8 millions. Et puis ensuite, donc effectivement, les charges à caractère général qui sont également un poste important pour nos dépenses. Vous m'arrêtez hein, si vous avez des questions, sinon je déroule. Pour les recettes, donc là, on va vous proposer, dans le cadre du futur budget, de minorer l'inscription concernant donc le 70, les produits des services. C'est lié notamment donc, en fait, à la fin de la redevance spéciale pour les campings, puisqu'il a été décidé, donc, en concertation avec Pierre, en charge de la gestion des déchets au sein de la COPCOB et donc, des communes concernées, d'arrêter cette prestation auprès des campings, ce qui veut dire qu'on aura forcément donc, une baisse des recettes. Ça se traduit aussi par une baisse des charges, bien sûr, derrière. Mais donc là, c'est quand même une perte d'un peu plus de 200 000 € de recettes sur la redevance spéciale qui justifie finalement la diminution sur ce chapitre. Vous le voyez, après, vous avez la ventilation par rapport aux différents services, donc les piscines qui représentent 1,5 million d'euros. Je l'ai dit, la redevance spéciale, voilà. Après, on peut noter donc la cuisine centrale. Et puis le service ADS qui continue à monter en termes de, de recettes, puisque vous le savez, dans le cadre de la ventilation retenue par nous-mêmes, on va arriver donc tranquillement à une montée des tarifs sur les exercices à venir. Pour les impôts et taxes, on imagine percevoir un peu plus de 24 millions d'euros, donc ce qui représenterait une augmentation d'un peu plus de 4,5. Étant entendu qu'on n'imagine pas, en tout cas à ce stade de la réflexion, augmenter les impôts, en tout cas pour ce qui concerne le PCI, Sud-Vendée Littoral, c'est simplement lié à l'effet base. On est sur un territoire assez dynamique. Au niveau des bases. Et vous avez donc effectivement la répartition entre la taxe foncière et la taxe d'habitation sur la résidence secondaire, qui représente un peu plus de 6,6 millions. Donc la fraction de TVA, ça c'est effectivement lié donc, à la réforme de la taxe d'habitation, pour quasi un petit peu moins de 6 millions, la CVAE, non négligeable sur le territoire, la GEMAPI, je vous l'ai dit, on va revenir dessus dans quelques instants, la TASCOM, l'IFER, et puis le FPIC, qui représente des recettes moindres, et donc la taxe d'enlèvement aussi des ordures ménagères, qui, elle, forcément évoluera dans le cadre
de l'harmonisation à venir dans quelques années. La GEMAPI, justement, donc, ce qui expliquerait l'augmentation sensible du 65, c'est, donc on l'a dit, Trivalis pour partie, et donc on a eu l'occasion de rencontrer les 2 syndicats qui gèrent cette compétence aujourd'hui pour le compte de Sud-Vendée Littoral, à savoir le syndicat mixte du Marais Poitevin, et donc Bassin du Lay, et celui de VSA, Vendée-Sèvres-Authise. Nos premiers échanges font apparaître que les syndicats, pour réaliser leurs travaux, ont besoin de participation supplémentaire, non négligeable, hein, comme je disais, puisqu'on est, vous le voyez, pour le syndicat mixte Bassin du Lay, de 770, on passerait à 1,5 million, et pour VSA, une centaine de millions d'euros supplémentaires. Heureusement, les Ragondins, eux, il n'y a pas d'évolution. Et donc, ce qui représenterait, enfin, vous le voyez, un peu plus de 330 000 euros d'augmentation sur, comment dirais-je, cette dépense, sachant qu'elle est financée, on vous le rappelle, hein, sur le diaporama, intégralement par de la taxe. Donc, ça se traduit forcément par de la fiscalité, puisque nous, on fait ce qu'on appelle un appel à produit. Et derrière, bien évidemment, il y a la répartition qui se fait selon les taxes toujours en vigueur, à savoir taxe d'habitation sur les résidences secondaires, foncier bâti, foncier non bâti et CFE, en ce qui concerne les entreprises. Voilà. Je poursuis. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Eric. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, je voudrais intervenir sur le sujet de la GEMAPI. La GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, a été confiée le 1er janvier 2018 aux EPCI. Les syndicats mixtes Vendée-Sèvres-Authise et Bassin du Lay exercent pour ses membres la compétence GEMAPI sur leur territoire respectif. Ces syndicats sont acteurs pour la mise en œuvre des programmes contractualisés avec les financeurs publics. Le système d'endiguement de 2019 classe les priorités d'intervention pour la remise en état des ouvrages par secteur, en fonction des risques pour nos populations. Les PAPI, programmes d'action de prévention des inondations validés et accompagnés par l'État, sont inscrits. L'avancement des travaux a subi des retards et des augmentations tarifaires dues aux contraintes d'études, d'harmonisation sur les hauteurs de référence avec la Charente-Maritime, puis la perturbation Covid, et j'en passe. Lors de notre réunion de bureau du 28 septembre dernier, nous avons assisté à une présentation des 2 syndicats mixtes que nous disait Nicolas à l'instant. Ils nous ont exposé l'avancement des actions réalisées et à venir. Il me semble que l'approche financière des 2 structures est bien différente. Ma surprise est grande lorsque sur le document du syndicat mixte Bassin du Lay, à la page 71 du rapport de la réunion de bureau, 3 ouvrages étaient supprimés ou plutôt déprogrammés. Des contrats validés au préalable sur le PAPI, ces 3 ouvrages concernés sont la restructuration de la digue Polder 1 à l'Aiguillon, la restauration de la digue Polder 2 à Saint-Michel et la restauration de la digue des Wagons de Trièze. La présentation se poursuivant par la vue portant sur les prospectives submersion marine 2021-2026, c'était à la page 82 du rapport, où les travaux exclus sont identifiés. L'exclusion de ces travaux, c'est la digue de l'ex-camping de la Faute, la digue des Amourettes, toujours à la Faute, la restauration de la digue du Génie à l'Aiguillon et les digues du Polder à Saint-Michel. Puis le syndicat mixte Bassin du Lay nous a présenté le projet de construction d'un siège social à Mareuil pour un montant estimé de 935 000 euros toutes taxes. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une remarque sur la taxe GEMAPI et la demande des syndicats mixtes. L'évolution, comme on vient de le voir, entre 2021 et 2022, porterait sur une augmentation de cette fiscalité de 25%. C'est l'annexe du Conseil, page 43. Comment accepter une telle évolution de cette taxe et assister à la déprogrammation des travaux de protection? Ces programmes sont contractualisés à hauteur entre 50 et 70% du montant des travaux. Quid de ces subventions? Elles vont disparaître? Comment accepter une telle évolution et autoriser la construction d'un siège social pour un montant de 935 000? Par cette intervention, je souhaite que les engagements pris
soient respectés en termes de travaux, que les ASA en charge des ouvrages exécutent les missions qui leur sont confiées. Peu de travaux ont été réalisés depuis Xynthia par certaines structures. Je vais vous faire un petit exemple. L'ASA de la Vallée du Lay perçoit une taxe à l'hectare de 13 € avec une surface d'assiette d'environ 26 000 hectares. Vous voyez un peu la somme? Où passe ce budget annuel? Quels sont les travaux d'entretien réalisés depuis Xynthia par l'ASA de la Vallée du Lay? Je demande que les syndicats mixtes reviennent vers nous pour apporter des réponses satisfaisantes, car la responsabilité en termes de protection des populations et des biens est celle des élus de Sud-Vendée Littoral. Merci de votre écoute. Merci Eric de ton intervention. Alors la difficulté, c'est qu'en effet, on parle d'un syndicat, de 2 syndicats, et que moi je ne fais pas partie de ce syndicat, mais c'est un débat. Enfin voilà. Si quelqu'un d'autre veut prendre la parole, bien au contraire. Peut-être qu'Arnaud, tu veux parler. Jam n'étant pas là ce soir, c'est un petit peu compliqué de débattre sur un... Enfin, moi, j'entends bien ce que tu dis, et en effet, on s'est interrogé. Enfin, voilà, le débat qui est ouvert ce soir, ce n'est pas la première fois. Nous avons demandé, en effet, à nos collègues qui sont au niveau du syndicat de nous justifier cette position, d'expliquer. On s'est réunis, ils nous ont présenté leurs deux options. Aujourd'hui, c'est un débat. C'est-à-dire que voilà, on n'est pas obligé d'aller vers ces démarches-là. Oui, ça marche. Oui, super. Juste pour compléter effectivement les propos de la présidente, donc nous on a rencontré les syndicats, ils nous ont fait part de leur souhait d'augmenter les participations, tu le sais. Donc nous, voilà, on inscrit effectivement, après, ça reste soumis aux décisions des élus présents dans cette salle, puisque vous le savez, on peut voter donc, cette taxe additionnelle au mois de mars comme les autres taxes. Donc moi je suis ravi que voilà, il y ait des échanges, que chacun puisse s'exprimer. Je rappelle simplement que dans le cadre du DOB, on est sur fonction support, donc on fait remonter les besoins. Nous, on est, voilà. Après, non, mais c'est pour ça que c'est très... Non, ben, tout à fait. De toute façon, Eric, on l'a bien compris. Je vais peut-être passer la parole à Arnaud, s'il veut, sur un syndicat. Merci. Effectivement, il y avait 2 syndicats. Il y avait le syndicat mixte du lait et le syndicat mixte Vendée-Sèvres-Authise. Donc, je vois que tu parles plus du syndicat mixte du lait, donc je ne peux pas trop répondre sur ces points-là. Mais en tout cas, je vais parler sur le syndicat mixte Vendée-Sèvres-Authise, où on avait la même problématique, puisque vous savez que la GEMAPI, pour pouvoir définir l'enveloppe, alors il faut aussi dire une chose, c'est que l'enveloppe est fixe sur 5 ans, alors que certains syndicats mixtes vont augmenter la taxe GEMAPI chaque année. Nous, ce qui avait été évoqué avec les 2 syndicats mixtes, c'est que ce qui est levé, c'est la même somme pendant 5 ans et qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de mauvaise surprise sur les 5 années. Pour définir cette taxe GEMAPI, pour revenir dans le contexte, il y a des études qui sont faites et on chiffre l'ensemble des travaux qui doivent être faits avec les contraintes de l'État. Juste redire un chiffre, alors je parle pour mon syndicat mixte, puisque ça concerne une partie d'entre vous, j'allais dire jusqu'au canal de Luçon, tout ce qui se situe à l'est de la communauté de communes, le syndicat mixte Vendée-Sèvres-Authise, qui va jusqu'à Benay, la Châtaigneraie et une partie du secteur de Saint-Hermine. 3 perspectives qui ont été proposées aux élus. Une première qui présentait les travaux avec uniquement une augmentation de la GEMAPI en faisant les travaux à minima. C'était plus 85% d'augmentation de la GEMAPI uniquement pour assurer la sécurité de chacun et de chacune. C'était pas tolérable. On a tout de suite botté en touche. Sachez que sur notre syndicat mixte, on va faire un emprunt de 3,3 millions avec 1 million supplémentaire. Ça veut dire qu'on va emprunter, nous, pour réduire la taxe GEMAPI, 4,3 millions d'euros. Et on va lisser les travaux, non pas sur 5 ans, mais sur 6 ans. Donc en faisant sur 6 ans, avec un emprunt d'un peu plus de 4 millions, on se retrouve malgré tout à avoir une augmentation de GEMAPI de 30%, ce qui permettra de finir les digues à la mer. Je citerai juste un ouvrage qui sert à beaucoup de personnes, qui est l'ouvrage de la Pointe aux Herbes, qui se situe entre Champagné et Trièze, qui constitue un ouvrage hydraulique important, qu'on a fini de rénover cette année. Juste l'ouvrage, c'est 1 600 000 euros.
1 600 000 €, c'est-à-dire que ce qui est prélevé pour la GEMAPI, en une année, sert pour un ouvrage. Et je ne vous dis pas le nombre d'ouvrages qu'on a sur l'ensemble du territoire. Cette augmentation, elle est définie pour les 6 communautés de communes. Et je sais que pour la vallée du lait, lapsus, pour le syndicat mixte du lait, il y a aussi un certain nombre de communautés de communes. Voilà, je veux dire que ces chiffres-là, c'est au minima, et on pourrait être beaucoup plus. Alors après, j'entends, il y a une réflexion à avoir sur le lait, j'entends ce que tu dis, Eric. Je ne peux pas répondre à la place de Jam ni de Yannick Rabillet, parce que ce n'est pas mon syndicat mixte, mais je voulais juste vous éclairer sur la somme qui a été fléchée, puisqu'effectivement, et il faut aussi être très clair, et je pense que personne me contredira là-dessus, c'est la loi GEMAPI a été fixée avec la loi MAPTAM, c'est l'État qui se décharge, qui dit maintenant démerdez-vous et faites les digues et faites les ouvrages sans contribution derrière. Donc effectivement, c'est les collectivités locales, entre guillemets, qui doivent porter cette charge-là, puisque vous avez délégué au syndicat mixte pour faire ces ouvrages-là. Donc c'est vrai que c'est les collectivités, j'allais dire, communes, intercommunalités, qui doivent lever un impôt à la place de l'État pour assurer la sécurité de tous. Et les normes et les contraintes toujours plus nombreuses sont imposées par l'État. Et je vous passerai la quantité de dossiers, et je citerai juste, on a vu la ministre à la Faute-sur-Mer, c'était l'occasion de lui évoquer aussi les difficultés, parce qu'on nous rajoute toujours plus d'études. Et je citerai juste un exemple de la semaine, il y a 15 jours, où l'État nous avait demandé, avec la SLGRI, une étude supplémentaire, je crois que tu y étais. Si on avait écouté l'État, il nous imposait une étude supplémentaire d'1 million d'euros pour arriver à une conclusion qu'on connaît déjà. Voilà où est-ce qu'on en est avec l'État. Donc voilà, je veux dire, là, les chiffres de la GEMAPI sont au minima, mais je pense qu'il faut aussi voir avec le syndicat mixte du lait, parce que je ne peux pas répondre sur ceci, mais nous, en ce qui nous concerne, on a essayé de ne laisser rien de côté et de faire le maximum qu'on pouvait faire. Merci beaucoup Arnaud. Guy, tu voulais intervenir ? Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est l'augmentation qu'on va apporter au niveau des entreprises. Déjà, la dernière fois qu'on a mis en place la taxe GEMAPI, on a eu des retours des entreprises qui s'inquiétaient au niveau de l'enveloppe qu'on leur demandait. Là, les 25%, ça va être encore plus inquiétant. Et je suis d'accord avec ce qu'a dit Eric par rapport à nos communes, et notamment avec l'ASA Vallée du Lait, où on se demande à quoi servent les enveloppes des 13 € qui sont demandés au niveau des propriétaires. Voilà, merci. Alors, ce n'est pas 25% pour les entreprises. Hein. Non, mais c'est pas 25%, c'est 25% de plus par rapport à ce qu'ils payent actuellement. Ah non. Ah bah, c'est réparti. Non ? Pas d'autres interventions ? Oui, pardon, Jean-Michel. Oui, je vais prendre Jean-Michel, puis Denis après. Oui, non. Non, moi, si ça y est. Voilà, c'est bon là. Oui, par rapport à l'intervention d'Éric, moi ce que je souhaiterais, c'est que tous les élus, en tous les cas au syndicat mixte Bassin du Lait, puissent, ceux qui font partie de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, puissent se réunir pour avoir une discussion de fond effectivement sur le sujet. Ça serait quand même très intéressant, me semble-t-il. Écoutez, on va leur proposer, hein, on est plusieurs, enfin vous êtes plusieurs à en faire partie, moi je ne fais pas partie de syndicat, mais alors nous on les rencontre évidemment, même si moi je n'y suis pas, ou Nicolas, on les a rencontrés évidemment pour travailler sur ce sujet-là, ils sont venus nous le présenter en bureau, les observations qu'on vous fait ce soir, voilà, on les a déjà exprimées, c'est dommage en effet qu'on n'ait pas à la limite Yannick Rabillet, parce qu'on parle de Jam, mais c'est dommage qu'on n'ait pas Yannick Rabillet pour nous expliquer. Denis, oui, vous vouliez intervenir ? Oui, dans la même lignée, effectivement, puisqu'on délègue à des syndicats mixtes et qu'on s'aperçoit qu'il y a des travaux qui sont retirés, et d'un autre côté, des investissements dans des sièges sociaux à hauteur de presque 1 million d'euros, je pense qu'on doit pouvoir intervenir auprès de ces syndicats et effectivement, comme le disait monsieur le maire de l'Aiguillon, demander des explications, à tout le moins, et ne pas valider cette augmentation sans conditionner qu'il faille des moyens importants. Tout le monde en est conscient, c'est extrêmement important de protéger les territoires contre l'élévation du niveau des mers, mais on doit être en mesure d'imposer un conditionnement à la bonne gestion et qu'on se pose en séance aujourd'hui la question de savoir où l'argent passe, ça me semble quand même un petit peu inquiétant.
Voilà pour ce sujet-là. Et puis, pour revenir sur l'autre débat d'orientation, le rapport d'orientation budgétaire, j'en profite d'avoir la parole pour demander effectivement pour la compétence mobilité, en face des charges effectivement liées à la compétence mobilité, charges qui pesaient effectivement sur les communes de la Tranche et de Luçon précédemment. Mais là, il y a une collecte. Et il y a une collecte, donc tout à fait, absolument. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en face d'une charge, il peut y avoir une recette, et la loi LOM, effectivement, autorise à percevoir une redevance mobilité. Ouais, la taxe je voulais mobilité, savoir si il était envisagé et à quelle échéance cette recette pouvait être levée sur notre territoire. En effet, c'est une compétence sur laquelle on peut adosser une taxe. Pour adosser une taxe, il faut la justifier, si je peux me permettre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, et la preuve, on est en train de discuter aujourd'hui d'une autre taxe, mais une taxe, elle doit être justifiée par des actions. Et il est bien écrit aussi qu'on peut lever cette taxe à condition qu'elle serve à nourrir notre territoire en termes de mobilité, à faire des actions. On ne peut pas lever la taxe comme ça. Donc vous avez entièrement raison, Denis, là-dessus. Mais il faut se dire que quand on parlait tout à l'heure des compétences nouvelles à exercer qui induisaient des charges en RH, mais pas que, avant d'aller prélever cette taxe, ça veut dire qu'il faut opérer un recrutement, bien entendu. Ensuite, il faudra faire... Alors, je vais vous laisser la parole, Rodé, excusez-moi. Ouais. C'est-à-dire opérer un recrutement. Ensuite, travailler des actions. Donc travailler, puis les mettre en œuvre. Donc ça veut dire que dans la temporalité, on n'aura pas des actions, on n'aura pas d'opérationnel avant une année, je ne sais pas, enfin, ou voire plus dans la temporalité, ce qui veut dire que tout ce moment-là, on ne peut pas prélever de taxes si on n'oppose pas quelque chose d'opérationnel. Les entreprises qui sont à même de la payer vont nous demander des comptes, ce qui est tout à fait logique. Et voilà. Donc, en effet, ce sera certainement réflexion, mais là, je vais laisser plutôt vice-président en charge de la mobilité vous répondre. Alors, ça marche. Merci de rappeler que je suis le vice-président de la mobilité, mais une compétence qui, pour le moment, est réduite. Mais elle a quand même travaillé. On a des choses qui ont été réalisées. C'est évident que la taxe mobilité, elle ne viendra pas au secours du budget principal. Ça, c'est et la taxe mobilité, comme vous l'avez rappelé, c'est pour la mobilité. La mobilité, il faut d'abord un schéma de mobilité. Donc, c'est ce que j'avais expliqué à la commission mobilité. Je pense qu'on va avoir, et vous l'avez rappelé, une personne qui va venir mettre en place ce schéma. J'ai vu que ça a été reporté. Les 40 000 € sont pour l'année 2022. On l'avait déjà fait, mais on a eu des échanges qui ont été des fois un petit peu... Voilà. Mais je constate aussi qu'on a aussi une comptabilité à tenir. On ne peut pas... voilà. Mais ceci dit, je serai le garant de la mobilité, parce que je pense que ça va dans le cadre de la vie qui arrive. La mobilité, c'est très important. Je rappelle que nous avons sur le territoire une ligne SNCF qui a été complètement refaite, 134 millions, je crois, de la part du conseil régional. Elle fonctionne, ils ont même rajouté un TER de plus, et nous sommes en train de nous battre pour avoir un arrêt en Allier. Donc la mobilité continue à fonctionner, ça fonctionne même si on n'a pas notre technicien. On continue à travailler avec les services, qui font un gros boulot d'ailleurs, parce que c'est pas facile. Nous avons des réunions avec la région demain matin, avec le vice-président de la région. Nous avons une autre réunion que vous avez organisée avec M. Retailleau et le vice-président de la région concernant les transports mobilité, et c'est un allié, je crois. Et donc là, on va défendre bec et ongle l'arrêt à Allier. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un bassin de vie de 25 000 personnes qui peuvent prendre le train. Et aujourd'hui, les efforts de l'État, ils en font quand même un peu d'efforts. Il y a des moyens, puisque maintenant, vous avez vu que partout, on envoie des millions, des milliards, et donc dans la mobilité, il y a moyen de faire quelque chose, et de pouvoir se positionner pour pouvoir avoir ces subventions. Donc voilà. Ceci étant, cette taxe qui est de 0,006, qui peut être majorée de 0,002, puisque nous avons des communes qui sont des communes touristiques, on pourra la prélever que lorsqu'on aura notre schéma qui sera mis en place. Mais ce schéma, il va être mis en place avec la communauté de communes, la commission qui est aussi la commission mobilité. Voilà. Donc, elle ne viendra pas, on ne va pas taxer aujourd'hui nos entreprises,
Parce que c'est pas le but, les taxer pour rien faire, je vois pas l'intérêt. Si on taxe, c'est pour faire des choses. On n'aurait pas le droit. Et on n'aurait déjà pas le droit, il ne viendra pas au secours du budget principal. Par contre, je voudrais dire un petit mot sur la GEMAPI. La GEMAPI, moi je suis tout à fait d'accord avec Eric, mais nous avons un syndicat qui travaille différemment du syndicat du bassin du lait. Je ne suis pas toujours d'accord avec mon ami Arnaud Charpentier, mais ça c'est pas très grave, on arrive à s'entendre. Moi, ce que je vois, cette hausse qui est 1,6 million, enfin cette hausse de 25%, la totalité c'est 1 600 000 euros. Je me dis que va bien falloir l'adosser au foncier bâti, au foncier non bâti, à la CFA. Mais ça prive la commune aussi, la communauté de communes, d'augmenter aussi un impôt. Que je rappelle que cet impôt, les citoyens, ils regardent leur feuille d'impôt, c'est en bas qu'ils regardent, ils ne vont pas regarder les détails, hein. Ils vont dire « Oh là là, ça a augmenté de 10%, oh là là ». Ça, la première année, c'est la GEMAPI qui augmente, même si elle durera pendant 5 ans au même tarif. J'ai bien compris, ça sera la même somme. J'ai bien compris ça, Arnaud. Ouais. Seulement, je précise aussi ici qu'on a pris une résolution pour la taxe des ordures ménagères, qui sera en 2022. Le pourcentage, on ne le connaît pas encore, donc on ne peut pas dire si ça sera plus, mais ça ne sera pas moins. J'en suis certain. Donc ça va être encore un impôt supplémentaire. Et ça va encore empêcher la communauté de communes de pouvoir mettre, mettons, 1% qui pourrait rapporter 500 000 à 600 000 euros de plus au budget général. Moi, je pense que la GEMAPI, oui, ils ont fait des gros travaux. Et on peut, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, on peut quand même savoir les travaux qui ont été faits, puisque on a en fin d'année, dans notre bulletin, il y avait tout un article sur la GEMAPI. La seule chose que je reprocherais au syndicat, c'est que quand ils mettent syndicat, les réalisations des travaux sont faites par les syndicats, il faut qu'ils marquent d'un côté GEMAPI. Parce que ce n'est pas les syndicats qui paient, c'est la taxe GEMAPI de l'ensemble des citoyens. Et je pense qu'il faut bien qu'on soit honnête avec eux. S'il n'y a pas de taxe, il n'y a pas de travaux. Alors, l'État s'est défaussé sur notre communauté de communes, comme sur d'autres. Effectivement, vous avez des communautés de communes dans le Nord qui prennent en charge la totalité, dans leur budget général, de la GEMAPI. Mais ce n'est pas ce que nous avons fait. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce qui se faisait avant, puisque venant d'une communauté de communes qui s'appelait les îles du Marais Poitevin, on payait régulièrement 200 ou 300 000 euros. Voilà. Donc la mobilité, elle est vivante. Elle est vivante, elle existera toujours. On va la développer, mais pour le moment, il faut, donc, puisque nous sommes dans des budgets restreints, si je comprends bien, ça n'empêchera pas que je respecterai toujours pour que notre technicien soit là le plus vite possible. Pour le moment, on avait calé des choses, on va recaler 2-3 petites choses, je pense, Madame la Présidente. Tout n'est pas calé, voilà. Nous y travaillons. Donc, mais nous serons là pour répondre à notre compétence, parce qu'une compétence sans les moyens de pouvoir la faire vivre, c'est pas la peine de la prendre. Voilà, c'est toujours ce que je vous ai dit. Oui, tout à fait. Je redis la même chose. Ceci étant, je voudrais quand même dire qu'en bureau, nous discutons sérieusement et nous avons bien souvent des fois des choses qui nous séparent, mais on arrive toujours à trouver un compromis. C'est l'essentiel. Merci, Madame la Présidente. Merci. L'essentiel, c'est en effet de débattre, comme on le fait ce soir, sur les sujets importants. Alors sur les mobilités, donc Denis, en effet, ça viendra. Ben voilà, ça va il faut qu'on ait un plan d'action, en effet, comme l'a dit René, ça va se mettre en place. On est sûr que la taxe, on ne pourra pas la prélever tout de suite. Il faut qu'on ait ce plan d'action, c'est essentiel. Sur la GEMAPI, je pense qu'on a débattu, c'était intéressant. Hein, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, on est vraiment sur une réunion, sur un débat d'orientation budgétaire. Donc notre travail, le travail du bureau, le travail de Nicolas, c'est de vous présenter ce qui nous a été apporté aussi comme sollicitation. C'est un débat. Moi, j'entends bien vos demandes, c'est-à-dire de rencontrer de nouveau le syndicat, de travailler avec eux, de voir comment est-ce qu'ils nous présentent mieux les choses, qu'ils nous les expliquent différemment. Écoutez, moi, je me charge évidemment de revenir vers eux et de voir avec eux pour... bien sûr. Juste pour préciser, par rapport au syndicat mixte bassin du lait, en fait, il y a deux méthodes qui sont différentes de gestion sur les deux syndicats. Il y a un syndicat, et je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, j'essaie d'être extrêmement factuel. Il y a un syndicat qui joue plutôt efficacement avec l'effet de levier du crédit, qui est le syndicat d'Arnaud, enfin, que Arnaud préside, où il envisage dans le fonctionnement, c'est-à-dire pour se donner les moyens, il envisage des plans pluriannuels qui lui permettent d'envisager justement de sécuriser forfaitairement une augmentation en sachant, en fonction du plan
de marche qu'il a à financer dans les travaux, il sait où il va et comment il va faire sur plusieurs années. La méthode n'est pas la même au syndicat mixte du bassin du Lay, qui a plutôt tendance à utiliser la subvention, enfin la participation, pour se dire, voilà, en fonction de ce que j'ai, qu'est-ce que je peux faire comme travaux. Alors après, il y a l'arbitrage des travaux. C'est qu'est-ce que je fais comme travaux. C'est vrai qu'on peut s'interroger sur si ma priorité, c'est de faire un siège social, est-ce que je suis vraiment dans la commande du service qui est du service de la protection. C'est vrai qu'un siège social, c'est un outil, mais est-ce que c'est bien l'objet? Donc là, je suis d'accord avec toi, Eric. Et la deuxième chose, là où je pondère, c'est que l'État est extrêmement compliqué. Là, je rejoins Arnaud. L'État est extrêmement compliqué dans sa commande. C'est-à-dire que quelque part, il prescrit des ouvrages de protection, et contrairement à ce qu'on a dit jusqu'à présent, ce n'est pas seulement la construction des ouvrages de protection, mais c'est aussi l'entretien. Et sachez que l'entretien, pour moi, coûte pratiquement aussi cher, vu les assauts de l'océan, ou des rivières, compte tenu du réchauffement climatique, de la dilatation des océans, ou des flux hydrauliques de plus en plus importants dans nos canaux et dans nos rivières. Et donc l'entretien n'est pas considéré. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne parle simplement que soit de création d'ouvrages ou de joints entre deux ouvrages. On ne parle pratiquement pas d'investissement, en tous les cas de fonctionnement et de réparation. Je vous donne un exemple. Le syndicat mixte bassin du Lay, l'année dernière, avait juste envisagé 50 000 € pour 60 km. Voilà, donc c'est pour ça, c'est-à-dire que c'est pas tellement sur le fait de savoir est-ce qu'on finance un siège social ou pas, ça à la limite en 2 secondes on peut démonter le truc en disant vous avez autre chose à faire, mais c'est surtout quelle est la méthode, en sachant que l'État change son paradigme de construction tout le temps. C'est-à-dire qu'on peut dire, bah ouais, le papy, il fallait faire tout ce que tu as cité. Et en tant que maire d'une commune littorale, je me sens extrêmement concerné, puisqu'on m'a enlevé l'idée qu'on pouvait... il y a 3 digues dont on parle, qu'on ne fait pas. Mais pour autant, l'État est assez particulier, parce que se dit, là où il fallait, par exemple, 4,80 m ou 5,10 m de hauteur pour une digue, d'un seul coup, le paradigme, il n'est plus là. Il est, en fait, 5,10 m, c'est pour que l'eau passe pas, mais si elle passe à 3,80 m, on sait que la vitesse de l'eau n'aura pas d'effet létal et on accepte. Donc d'un seul coup, un syndicat mixte se dit, est-ce que, puisque je ne suis plus en responsabilité pour protéger les gens à 5,10 m et qu'on me demande simplement de 3,80 m, je suis déjà à 4,10 m, donc je ne fais plus. Il y a des arbitrages aussi idiots et sensibles que ça par rapport aux moyens. Donc je suis d'accord avec Jean-Michel Pédalu quand il dit il faudrait, ça peut paraître étonnant parce qu'avec Jean-Michel, on est tous les deux, au syndicat mixte, on est assis. Le problème, c'est qu'en commune concernée, on est minoritaire. C'est-à-dire que dans ce syndicat, les communes concernées, puisque le bassin versant, qui nous sommes, Sud Vendée Littoral, nous sommes les concernés, nous sommes minoritaires. Alors même si on a un vice-président, mais minoritaire. Et donc c'est très compliqué de donner des leçons à des gens qui sont persuadés d'avoir raison. Je suis complètement d'accord, les choses actées ont été déprogrammées, et parce qu'on oublie une chose, c'est la protection des biens, mais des gens. Et des populations. Nous sommes actuellement dans une salle qui est classée rouge du PPRI. Ouais. Et létal, et avec un risque létal s'il n'y a pas de digue. Ok, merci beaucoup pour ces échanges. On reviendra forcément devant vous, puisqu'on va de nouveau, on échangera. Voilà. Je vais demander à Nicolas de poursuivre, mais on en reparlera forcément. Bien, merci Présidente. Du coup, pour les autres produits de gestion courante, on prévoit donc une inscription réduite d'à peu près 30 000 €, tout simplement parce qu'on a dans le cadre de notre parc locatif des DPE à faire, des diagnostics de performance énergétique. Donc il y a un coût, ça viendra minorer notre recette sur ce chapitre, et puis on vous proposera également d'inscrire 100 000 € comme en 2021 pour les produits exceptionnels. Voilà, donc pour ce qui concerne les recettes, vous le voyez, quasiment 3/4 de nos ressources proviennent, on en a longuement débattu ce soir, des impôts et taxes, d'où la prudence effectivement à avoir quand on joue sur le levier fiscalité. Et puis ensuite, vous voyez, les ventes de services qui représentent uniquement 6%, et puis les dotations participation qui, elles, représentent 16% de nos recettes.
Voilà pour cette synthèse en recettes. Pour ce qui concerne donc les opérations d'équipement projetées pour 2022, on imagine pour le moment inscrire un peu plus de 7,8 millions, répartis, comme vous le voyez, à hauteur de 175 000 € sur les fonctions support, 3 millions quasiment 370 000 sur la stratégie du territoire. Les attributions de compensation, elles sont fixes, elles n'évolueront pas à hauteur d'un peu moins de 520 000. Les services à la population et la cohésion sociale, 1,5 million. Et puis enfin, pour la partie environnement et services techniques, un peu plus de 2,2 millions. Donc ce qui nous amène, comme je l'ai dit, un peu plus de 7,8 millions. On imagine donc de percevoir un peu plus de 4 millions de subventions d'équipement pour pouvoir, équilibrer le budget. Un FCTVA qui frôlerait les 1,2 million. On l'a vu en début de débat, 800, un peu moins de 830 000 € de CAF estimés. Uniquement un emprunt à nouveau de 17 371 €, qui est un emprunt CAF à 0%, donc c'est pour ça qu'on le souscrirait. Et je vous proposerai, comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire l'an dernier, d'équilibrer avec les excédents des années antérieures pour ne pas avoir à recourir à l'emprunt. On aura l'occasion de voir dans quelques instants l'état de la dette. Ma volonté, vous le savez, c'est de continuer à poursuivre significativement notre désendettement, comme on le fait depuis maintenant 5-6 exercices. Voilà, voilà pour la partie, orientation sur le budget à venir. Ce qui peut être intéressant malgré tout, c'est toute la partie prospective et puis programme pluriannuel d'investissement. Ça me paraît fondamental pour savoir quelles sont nos marges de manœuvre sur les années à venir. Donc on est parti des hypothèses, en tout cas en matière de recettes, telles qu'on vous les simule à l'écran, à savoir, pour les produits du service et de domaine, on imaginerait donc un retour à l'équilibre des années précédentes, donc à un peu moins de 2,2 millions à partir de 2023, et une augmentation ensuite tous les ans de 1% sur ce chapitre. Il y aurait également donc une montée progressive, comme on l'a déjà dit, du service ADS. Pour les recettes fiscales, donc là, on imaginerait donc une évolution uniquement sur l'effet base. Dans notre prospective, on n'a pas imaginé de levier supplémentaire par le biais de la fiscalité. Simplement, on intègre en fait le produit de la taxe, de la redevance, puisque vous le savez, l'harmonisation a été votée. Donc à partir de 2023, janvier 2023, ça c'est encore à caler, mais pourquoi pas. Donc on rajouterait 2 millions de recettes supplémentaires sur le budget principal. Bien sûr, on les retrouvera en dépenses, c'est un jeu d'équilibre. Concernant les dotations, subventions et participations, donc là, une légère baisse sur tout ce qui est dotation d'intercommunalité, dotation de compensation, tout ce qui concerne aussi la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, et puis ensuite une augmentation de 1,5% pour tout ce qui concerne donc, la CET. Pour le reste, une stabilité des dotations. Enfin, pour les produits de gestion courante, donc là, une inscription à 810 000 €, on l'a dit, à partir de 2023, et une baisse tous les ans, parce que dans le cadre de notre prospective, vous le savez, on est propriétaire d'un patrimoine assez conséquent, 86 locatifs, bref. Donc l'idée, c'est, dans le cadre de cette prospective, en tout cas c'est ce que j'espère pouvoir mener, c'est de céder une partie de notre patrimoine à hauteur d'un petit peu moins de 300 000 € tous les ans, pour nous permettre de continuer à investir. Sur les dépenses, donc là du coup, sur le 0,11, donc les charges à caractère général, on imaginerait à partir de 2022 donc un exercice à 5,4 millions, une évolution des dépenses de 1% tous les ans sur cette prospective jusqu'en 2026. Les charges de personnel, donc l'augmentation dont on a parlé sur 2022, puis ensuite 3% tous les ans à partir de 2023. Pour ce qui concerne le 65, les autres charges de gestion courante, donc là, une augmentation de 5% annuelle sur la contribution à Trivalis, dans le cadre de l'évolution de la TGAP. Et puis, pour le reste, on fige en fait les recettes au niveau des AC. Et pour les charges exceptionnelles, on passe à 60 000 €. Ce qui voudrait dire qu'on aurait sur les exercices à venir, à partir de 2023, une CAF, vous le voyez, qui fait de la peine, pour le dire très, très clairement. Ah oui, beaucoup de peine même, j'insiste. Comprise grosso modo entre 550 000 et 700 000 au mieux. Donc des capacités à investir extrêmement minimes. Voilà. En parallèle, sur notre capacité à investir, on pourrait imaginer un taux de subvention à hauteur de 35%, c'est ce qu'on a observé sur la période 2017-2021. Et puis je vous l'ai dit tout à l'heure, donc des cessions pour un peu moins de 300 000.
et forcément ensuite d'autres recettes type le FCTVA liées à nos dépenses effectuées. La présidente a rencontré l'ensemble de mes collègues, vice-présidents, pour pouvoir nous permettre d'élaborer un projet de programme pluriannuel d'investissement. Alors c'est une première ébauche, il y a un séminaire prévu avec les collègues, je crois, début janvier, pour affiner ce PPI qui aujourd'hui, il y a encore beaucoup trop dans la raquette, peut-être pas sur les 2 années à venir, mais en tout cas sur le mandat complet. Donc nous, le travail qu'on a cherché à faire, c'est de déterminer encore une fois notre capacité à investir sur ce qui nous a été présenté et sur les demandes qui nous ont formulées nos collègues en matière d'investissement, étant entendu qu'ici, dans le cadre de cette analyse et prospective, on n'a pas intégré le passage à la redevance incitative. La présidente l'a exprimé lors du dernier conseil communautaire, sa volonté, malgré tout, si aujourd'hui on a voté l'harmonisation à la taxe, c'est d'arriver à une fiscalité incitative, taxe, redevance, oui, mais vous déciderez, mais en tout cas à 2026. Et dans le cadre de ce PPI, le travail est en cours auprès des services. On n'a absolument pas imaginé des investissements, mais qui sont forcément importants et coûteux, qui viendront donc s'additionner à ce futur PPI. Tout ça pour dire que, voilà, au niveau de ce travail, qu'est-ce qu'on remarque? Bon, je vous l'ai dit déjà, une très forte dégradation de notre niveau d'épargne, pour arriver à entre 550 et 700 000 euros. Donc on sera bien loin en fait au niveau de la CAFNET du taux de prudence du seuil qui est de 7%. Donc là le PPI, encore une fois avec toutes les incertitudes, puisqu'il manque beaucoup de choses, ça finit, oui. Tel qu'on le présente, c'est 36 millions déjà d'imaginés sur le mandat à investir. Sur ces 36 millions, notre capacité à nous, c'est un petit peu moins de 23 millions. Donc ça veut dire que si on devait d'ores et déjà financer tout ce qu'on a imaginé, ou tout ce qu'ont imaginé mes collègues et les services autour de la table, il faudrait à la fois consommer l'intégralité de nos excédents des années antérieures, nos 8 millions, et aller emprunter en plus 5,5 millions. Et ça, c'est sans la redevance incitative, c'est sans, encore une fois, tout ce qu'on peut imaginer et qui va venir se greffer. Donc ça veut dire que très clairement, et je vous alerte sur le sujet, c'est qu'il faudra absolument que déjà on retrouve un taux d'épargne qui soit net, qui soit conforme au seuil. Donc il va falloir certainement de nouveau, et ça c'est les leviers, et moi c'est les prescriptions que je fais, parce que vous les connaissez, vous les activez dans vos communes, donc je les liste ce soir, mais il faudra clairement se réinterroger sur l'intérêt communautaire, se réorienter certainement sur le stratégique. Pourquoi pas optimiser effectivement nos recettes, alors sur la tarification des services, sur effectivement pourquoi pas des impôts sur la fiscalité, effectivement 1% sur le foncier bâti, c'est 600 000 euros de ressources supplémentaires. La gestion du patrimoine, on l'a dit, aujourd'hui on a un patrimoine qui est très conséquent, il y a des biens dont on n'a peut-être pas forcément besoin, qu'on pourra peut-être céder à des syndicats qui peut-être en auraient besoin. Pardon, je suis désolé. C'est passé. Pardon. Excusez-moi. Pour les dépenses de fonctionnement, donc on va forcément s'interroger par rapport aux charges de personnel, puisque là, vous le savez, on doit, avec des lignes directrices de gestion, avoir un cadre un peu plus rigoureux, un peu plus précis. Je tiens à le dire quand même malgré tout, c'est vrai qu'on n'a plus de DG depuis 5 mois, et c'est vrai que c'est un mal parce que la présidente, elle court partout, mais c'est aussi un bien, je me permets de le dire à la présidente, parce que du coup, ça a permis à elle et à moi-même finalement de reprendre la main, je le dis comme ça, de reprendre la main sur des pratiques qui n'étaient peut-être pas celles qu'on attendait. Donc ça veut dire, avec l'audit qui a été fait, et puis nous, la perception qu'a aujourd'hui Brigitte de la façon dont fonctionnait finalement l'ensemble des services, ça veut dire qu'il y a une reprise en main qui se fait et qui va forcément s'accélérer avec l'arrivée du nouveau DG dans quelques jours maintenant, et c'est que rassurant. Sur la gestion prévisionnelle des emplois avec des effectifs, là aussi il faudra avoir une certaine cohérence. Vérifier dans certains services, parce qu'on a quand même, pour certains services, des taux d'absentéisme qui méritent d'être observés. Sur le temps de travail, vous le savez, de toute façon, la loi nous y impose, donc là encore, il y a forcément un travail de fond à mener, qui ne sera pas forcément facile, mais qu'on a déjà entamé. Et puis, après, forcément, comme l'a dit la présidente, à chaque départ, se réinterroger sur comment, aujourd'hui, le service peut potentiellement se réorganiser pour être aussi efficace, mais avec des moyens humains différents. Tous les départs, on les anticipe, on essaye
d'imaginer pourquoi pas de la mobilité en interne, parce qu'on a des ressources, des gens qui peut-être souhaitent progresser dans leur, faire autre chose. dans leur domaine d'activité, faire différemment, faire autre chose, comme le dit la présidente, et puis enfin bénéficier de ce qu'on appelle l'effet Noria, vous savez, un agent qui part en fin de carrière, on recrute un agent plus jeune, ce qui permet d'avoir un effet levier sur la partie masse salariale. Voilà, les leviers, j'ai essayé de vous les lister de manière exhaustive, mais c'est certain qu'il faudra qu'on en active beaucoup pour pouvoir dégager des marges de manœuvre sur notre capacité à investir sur les années à venir. Moi, je vais juste revenir 2 secondes, Nicolas, juste sur le PPI. En effet, là, aujourd'hui, on vous présente plutôt une ébauche de PPI. J'ai rencontré tous mes collègues. Tous ont des souhaits, tous ont évidemment des volontés de d'être dans l'opérationnel, hein, et vous font travailler et vous sollicitent lors des réunions de commission. Au mois de janvier, donc en tout début d'année. Alors j'aurais souhaité le faire maintenant, mais du fait de ne pas avoir de DGS, c'est un peu difficile d'avancer sur tous les fronts. Donc du coup, début janvier, on va travailler ce PPI en format séminaire, c'est-à-dire chaque vice-président va présenter son projet de mandat, c'est-à-dire vraiment jusqu'où je veux aller en 2026, qu'est-ce que je souhaite, sur quel levier ou sur quelles actions je souhaite faire travailler ma commission. Et puis, on va pouvoir échanger, acquérir beaucoup de transversalité et puis surtout arbitrer. Puisqu'il est évident, vous l'entendez, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. Parfois parce qu'on n'a tout simplement pas la compétence et que ce n'est pas forcément bien écrit et qu'il ne faut pas laisser la commission travailler sur un sujet sur lequel on sait très bien qu'à la fin, in fine, on lui dira non. Et puis aussi savoir nos leviers financiers, nos leviers humains, jusqu'à quel seuil est-ce que l'on peut agir. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler sur ce PPI pour qu'on revienne vers vous premier trimestre ou premier semestre, tout du moins, avec un PPI qui sera établi, avec des arbitrages. Vous allez pouvoir en discuter aussi en commission. Voilà, essayer de faire vraiment des échanges pour qu'on construise la mandature qui est ouverte maintenant depuis une année, en sachant vraiment où est-ce que l'on va, comment est-ce que l'on va, comment est-ce qu'on y va, quels sont les leviers qu'il faudra activer pour y parvenir. Tout ça en fonction de nos compétences, mais aussi de nos souhaits vers les usagers, des décisions que nous avons prises, entre autres pour la taxe, la redevance. En effet, hein, je réaffirme ma volonté d'aller vers la redevance incitative, ou tout du moins vers l'incitatif, de préférence pour la redevance, à l'horizon 2026, parce que c'est ma conviction. Mais voilà, mais tout ça, il faudra l'arbitrer, le travailler. Donc, j'ai souhaité organiser ce séminaire, et on reviendra vers vous, évidemment, régulièrement, pour qu'on le travaille ensemble, qu'on construise ce PPI de façon tout à fait collective. Bien, je continue très brièvement sur les budgets annexes, sur le budget ANC assainissement non collectif. Donc là, du coup, vous le savez, c'est un budget qui n'était pas à l'équilibre depuis plusieurs années, avec la mise en place des contrôles de bon fonctionnement, qui démarre là, en novembre. Je suis bien placé pour le savoir, puisque le premier à en faire les frais, c'est ma collectivité. Donc je rappelle que c'est 160 € le contrôle des CBF. Voilà, donc c'est parti pour les communes concernées. Pour le budget annexe des ordures ménagères, donc là, vous le savez, on paye en fait la cotisation Trivalis pour partie, 2 millions, et puis ensuite 2 millions de recettes. Le budget atelier relais, lui, on a la construction là, qui devrait bientôt s'achever de deux box, hein, c'est ça. Donc on est très bien subventionné sur cet atelier relais, 327 000 €. Et puis ce qu'on vous proposera, j'en parlerai dans un instant dans le cadre de la dette, c'est d'aller faire un emprunt pour compléter en fait l'investissement. Sur le budget STEP Vendée-au-Pôle, là donc il n'y a pas de sujet puisque c'est un budget qui s'équilibre et qui est confié donc depuis 2019 à la SOR. Et puis le budget ZAE, donc là il y a un certain nombre d'études et puis d'aménagements qui sont prévus. Donc Champ-Marotte, ça y est, le dossier c'est comment dirais-je résolu. Oui, ça y est. Champ-Marotte sur les entreprises, ça se finalise. C'est ça, et il y a un certain nombre de sessions imaginées, déjà actées ici au sein du Conseil. Et puis il y a d'autres projets de session dont vous parlera mon collègue tout à l'heure. Le budget Vendée-au-Pôle, donc là, peut-être éclairage, mais c'est pareil, Bruno reviendra peut-être dessus tout à l'heure. Donc ce qu'on va vous proposer dans le cadre des BP à venir en décembre, c'est d'inscrire donc 52 000 € pour des études, notamment pour la réalisation d'un permis d'aménager. On prévoit
puisque, vous le verrez, on va accueillir, si tout va bien, des entreprises, mais pour ce faire, il faut renforcer le réseau électrique. Donc là, il y a quand même pour un peu plus d'1,5 million de dépenses à inscrire. Et puis, également des fouilles archéologiques. C'est 400 000 € pour des fouilles archéologiques. Et, le dévoiement, on a tous la même réaction quand on... le dévoiement d'une manutention et d'une canalisation d'eau pour 110 000 €. Donc on va avoir un certain nombre de dépenses, vous voyez, 1,5 million de dépenses à inscrire sur ce budget, qui est déjà un budget sur lequel on a des dépenses assez conséquentes. La bonne nouvelle, et je fais un bon teasing, hein, c'est que Bruno va vous annoncer un certain nombre de sessions ensuite. On a prévu d'inscrire en recette 3,8 millions sur ce budget, donc voilà, c'est une excellente nouvelle. Certes, ça nous oblige à réinvestir, mais en tout cas, on va derrière faire des sessions très importantes et accueillir donc des entreprises, de l'emploi, et c'est tant mieux. Pour ce qui concerne la dette, et j'en aurai terminé sur ce DOM, et je serai prêt à répondre à vos questions. Donc simplement, on imagine inscrire donc là encore un emprunt à hauteur de 22 000 €, c'est un emprunt CAF là aussi à 0%, donc comme on l'avait fait sur l'exercice en cours en 2021. Je l'ai dit sur le budget Atelier Relais, donc 173 000 € pour financer le nouvel atelier de Saint-Jean, et puis donc pas d'autres emprunts, ce qui nous amènerait logiquement à un encours de dette à hauteur de 38 millions d'euros, si tout va bien, en fin d'année 2022, sachant qu'on était parti à plus de 52 millions, donc voilà, malgré tout des efforts conséquents, et on poursuit, en tout cas c'est mon souhait, notre désendettement. Malgré tout, voilà. Avez-vous des questions, des observations sur ce débat d'orientation budgétaire? Pas d'observation? Donc c'est un prendre acte, hein, simplement. Il n'y a pas de délibération particulière à prendre pour ce soir. Simplement, donc ce sera transmis à Monsieur le Préfet. Je continue. J'ai encore quelques délibérations, puis après je laisse la parole aux autres. Donc du coup, sur le budget principal, on a une décision modificative à faire, ce serait la 4e, si vous en êtes d'accord. Donc elle est liée, effectivement, on a eu l'occasion de voir à la suite de la prise de compétence, mobilité. Donc on proposerait donc d'inscrire 277 692,56 € sur le remboursement en commune, donc au 11, et donc de diminuer les attributions de compensation du même montant pour la partie fonctionnement. Et sur la partie investissement, c'est simplement donc d'inscrire 4 145 €. C'est déjà beaucoup. On parlait des digues, alors comme les montants ce soir s'affolent un peu sur le sujet. Simplement, on rattacherait en fait cette opération, et puis on viendrait minorer d'autant sur les opérations non affectées. Voilà. Est-ce qu'il y a des observations par rapport à cette DM? Non? Des gens sont contre? S'abstiennent? Parfait, merci. Sur le 702, le budget ordures ménagères, on vous propose aussi, c'est d'anticiper, puisque vous le verrez, ce sera donc une délibération au mois de novembre. On vous donnera les montants, en fait, tout simplement. On a un besoin plus important sur les créances admises en non-valeur. Donc on vous propose d'augmenter cet article de 4 667 € et donc de réduire les titres annulés sur les exercices antérieurs du même montant. Voilà. Des questions? Des gens contre? Qui s'abstiennent? Parfait, merci. Il me reste 3 délibérations qui sont liées. Alors, elles concernent donc le budget ZAE, zone d'activité économique, le 705. On a besoin en fait de prendre une décision modificative et, comment dirais-je, il y a un souci sur le résultat de fonctionnement reporté. Il y a une écriture qui n'a pas été rattachée en fait sur le compte administratif 2020. Logiquement, vous le savez aussi bien que moi, normalement il y a une cohérence entre le compte de gestion et le compte administratif. Clairement, il y a eu une erreur dans les pointages, donc aujourd'hui, il faut régulariser cette erreur. Donc c'est un titre qui a été annulé tout simplement parce qu'on n'avait pas inséré la TVA. Donc, sauf qu'au moment de la répercussion, il y a eu un bug, il faut le dire très clairement. Donc voilà, résultat, on n'est pas cohérent avec le compte de gestion. Donc il faut, dans un premier temps, prendre une décision modificative pour modifier donc le résultat de fonctionnement reporté à hauteur de 5 184 €, pardon. Et puis donc on inscrira en recette une vente de terrain pour équilibrer, tout simplement. Voilà pour cette DM. Des questions? Des gens sont contre?
S'abstiennent, parfait, merci. Donc ça veut dire que notre compte administratif, forcément, il faut l'approuver de nouveau, puisqu'il évolue du montant dont on vient de parler, 5 184 €. Donc en fonctionnement, on a un solde d'exécution qui finalement serait négatif de 862,59 € pour donc le fonctionnement, je l'ai dit. Pour l'investissement, on serait à un solde d'exécution négatif de 74 455,45 €. Ce qui veut dire qu'on arrive du coup à un solde cumulé sur ce budget de 576 822,17 € en déficit pour la partie fonctionnement et 265 750,42 € en investissement. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc c'est la conséquence de la délibération dont on vient de parler. On a juste simplement, pas de questions? Les gens sont contre? S'abstiennent, parfait, merci. Et donc la dernière, c'est l'affectation des résultats qui découle de l'approbation du compte administratif. Donc on vous demande d'affecter donc les résultats tels que présentés dans votre délibération. Donc le résultat cumulé de fonctionnement, c'est un déficit de 576 822,17 €. Et donc pour l'investissement, 265 750,42 €. Donc qu'on reporterait à la fois en section de fonctionnement et en fonction de l'investissement, si vous en êtes d'accord. Pas de questions? Les gens sont contre? S'abstiennent? Parfait, merci. J'en ai terminé, Présidente. Je laisse la parole aux autres. Merci beaucoup, Nicolas. Merci pour cette présentation très complète et je renouvelle vraiment mes félicitations à tous les services qui travaillent pour construire ce document. Eh bien, je poursuis avec Bruno. Bonsoir. Désolé, la première chose que je présente, c'est encore une dépense. J'ai pas entendu, mais bon, après, on va améliorer le truc. En fait, c'est une convention de groupement de commandes pour un marché public en acquisition d'un système qui s'appelle le PCRS. Pour simplifier, c'est un système d'image qui est fait à partir de satellites et d'avions pour avoir des plans au niveau des 2 à 5 cm. C'est en fait, ça vient d'un décret de février 2012 qui obligeait de créer ces plans de manière à pouvoir les utiliser pour toutes les personnes qui en ont besoin, pour les réseaux, pour les EPCI, pour les communes, et ainsi de suite. Cette production donc s'inscrit dans cette démarche d'une mutualisation, parce qu'on ne va pas l'acheter tout seul. Si on l'achetait tout seul, pour vous donner une idée, ça nous coûterait 120 000 €. Du fait de la mutualisation, vous allez voir que ça coûte 27 000 €. La mutualisation va se faire pour tout le territoire vendéen avec Géo Vendée, Excidev, Vendéo, le SDIS, Vendée Numérique, les communautés de communes, je ne vais pas vous lire toutes celles qui sont dans le document, sinon on est là jusqu'à demain matin, Enedis, et donc on va tous acheter ce système PCRS Image, ce qui va nous permettre de faire les économies que j'ai citées. Donc, il a été décidé de conclure une convention d'indivision pour que tout le monde puisse utiliser ce système et de constituer un groupement de commandes en vue de passation du marché public relatif à la constitution de PCRS Images. Donc, il est proposé aux membres du Conseil d'autoriser Madame la Présidente de signer la convention d'indivision et d'autoriser Madame la Présidente de signer la convention de groupement de commandes. Y a-t-il des questions? Non. Donc je vais procéder au vote. Quelqu'un est-il contre? Non. Abstention? Non. Merci. Maintenant, on va passer aux ventes. Donc les 3 premières, en fait, c'est des acquisitions. On dépense, mais pour après revendre. Donc, c'est 3 acquisitions que je vais vous présenter de parcelles qu'on achète à des communes et pour lesquelles on a déjà les accords de vente aux gens qui nous ont demandé de faire ces opérations. La première, donc, c'est une acquisition d'une parcelle qui est à 6 Témènes d'Angélique, la zone d'activité économique des Roches, sur la commune de Luçon. C'est monsieur que vous devez connaître sous le sigle de SSV. Et M. gérant de Au Bon Passage, ils veulent acheter une parcelle qui fait 900 mètres carrés, qui est en cours de division parcellaire. L'idée, c'est que Luçon vend à la communauté de communes pour 6 800 €. Les frais de notaire sont à notre charge. Et bien évidemment, dans un second temps, on va revendre cette parcelle à ces 2 entreprises pour la somme à laquelle on l'a achetée, plus tous les frais.
Donc il est proposé d'acquérir cette parcelle à 6 900 €. Elle fait 900 mètres carrés, comme je vous le disais, d'autoriser Madame la Présidente à signer l'acte, d'autoriser l'acte notarié, pardon, de se faire représenter éventuellement. Y a-t-il des questions? Non. On va procéder au vote. Quelqu'un est contre? Abstention? Non. Merci. Pardon, juste une minute, Laurent. Bruno. Pour la délibération suivante, ce serait bien que Laurence, si elle est là, elle sorte, s'il vous plaît. Merci. Elle dit chose. Pardon, Bruno, excuse-moi. Donc, c'est une acquisition d'une parcelle par Super U sur la commune de l'Aiguillon-sur-Mer. La demande donc, de monsieur général de Super U, c'est d'acheter une parcelle qui fait 203 mètres carrés, très exactement. En fait, c'est à l'entrée de son parking. Et il veut aussi changer un certain nombre de situations de candélabres électriques. Il va payer pour ça. Et il va aussi payer pour un changement du compteur électrique. Donc en fait, on achèterait cette parcelle de 203 mètres carrés au prix de 13 €, qu'on revendrait bien évidemment à Super U, en dehors de ce qui fait bien sûr le côté électricité, pour qu'il puisse faire sa nouvelle installation. Donc ce qui est demandé, c'est d'acquérir cette parcelle de 203 mètres carrés au prix de 13 € plus tous les frais notariés, d'autoriser Madame la Présidente à signer l'acte notarié et Madame la Présidente à se faire représenter. Des questions? Non. Donc on va procéder au vote. Quelqu'un est-il contre? Non. Abstention? Non. Merci. La troisième, qui est toujours une acquisition, mais qui est plus importante, celle-là, c'est l'entreprise Moreau sur la zone d'activité Les Bourrelières, sur la commune de Mareuil. Donc la société Moreau veut acheter un bien sur lequel elle est aujourd'hui. C'est un local qu'on appelle le local 3. C'est un bâtiment qui possède 3 cellules, qui a une superficie de 171 mètres carrés sur un terrain de 1849 mètres carrés. Je vous passe le détail de ce qu'il y a dedans. En fait, la commune le vendrait à 102, le vend à 102 800. Bientôt, tous les frais notariés sont à la charge de la Comcom. Et comme je l'ai dit précédemment, on revendra ceci à aux 102 800 plus tous les frais que l'on aura payés. Donc ce sont toutes les trois, c'est nul du point de vue frais pour la Comcom. Donc il est proposé d'acquérir ce bien immobilier pour 102 000 €, plus les frais, comme je disais, d'autoriser Madame la Présidente à signer l'acte notarié, d'autoriser Madame la Présidente à se faire représenter le cas échéant. Des questions? Non. Donc on va procéder au vote. Quelqu'un est contre? Abstention? Non. Merci. Maintenant on va passer aux ventes de nouvelles entreprises. Alors la première, c'est une entreprise, vous devez la connaître, qui s'appelle Millet. C'est une entreprise qui est dans 79. C'est une très grosse entreprise qui est 1200 personnes, qui a un chiffre d'affaires de 150 millions, qui a une grosse installation, enfin une grosse usine qui a 650 personnes à la Bretonnière, donc dans le 79. Et cette société est déjà sur le Vendéopole avec une petite filiale qui s'appelle Technisen, où aujourd'hui ils ont une vingtaine de personnes, sur lequel ils font des portes et des fenêtres métalliques de manière, disons, artisanale, pas industrielle en tout cas, où il n'y a pas de chaîne de production. Le groupe Millet, on a travaillé avec lui pour une nouvelle implantation donc sur le Vendéopole. Ils achèteraient une parcelle de 9 728 mètres carrés, les parcelles 47, 48, 53, 56. Le prix était estimé à 12 €, on lui revendrait à 12 €. Et donc cette entreprise viendrait s'installer chez nous, ce qui augmenterait le nombre d'employés, parce qu'ils vont créer, sur cette parcelle de 9 728 mètres carrés, ils vont créer une chaîne de production beaucoup plus automatisée. Ça devrait apporter au moins entre 20 et 30 personnes en plus sur le site.
Voilà. Il y aura un accord avec le futur acquéreur d'une promesse signalématique de vente, qui est bien sûr liée à l'obtention par l'acquéreur du permis de construire, et un acte authentique de vente comportera l'obligation de faire, qu'il n'achète pas pour ne rien faire dessus. Et M. d'autres projets avec nous un peu plus tard, si tout se passe bien. Ce qu'on vous demande, donc, c'est de céder cette parcelle, enfin ces parcelles pour les 9 728 mètres carrés au prix de 12 € le mètre carré, et il paye bien sûr tous les frais notariés, d'autoriser Madame la Présidente à signer la promesse signalématique de vente et d'autoriser Madame la Présidente à se faire représenter le cas échéant. Y a-t-il des questions? Non. À procéder au vote. Quelqu'un est-il contre? Non. Abstention? Non. Merci. Le suivant, c'est aussi une entreprise qui vient de l'extérieur, comme Millet. C'est un groupe qui s'appelle Exia, qui est un groupe qui est à Orléans, qui est situé à Orléans. C'est un groupe en fait immobilier qui travaille sur la promotion, l'aménagement et la conception de sites industriels. C'est une société qui a 56 collaborateurs. Ils font 52 millions de chiffres d'affaires. En fait, pour simplifier, ils travaillent avec des industriels, ils leur créent le site, le local, si on peut appeler ça un local, et après les industriels viennent s'installer à l'intérieur. Ils voudraient donc nous acheter 142 602 mètres carrés, donc 14 hectares. C'est en fait, ça se situe sur le nord du Vendéopole. Ça serait pour un projet logistique qui va être mis donc à l'intérieur. Au début, il y aurait un bâtiment de 25 000 mètres carrés qui, après, devrait, pour un premier industriel qui a déjà signé avec Exia, et après, ça augmenterait à 44 000 mètres carrés de bâtiments. Il n'y a pas seulement de la logistique à l'intérieur, il y a aussi du conditionnement, ils feront du conditionnement. Nous avons finalisé le prix avec Exia, donc le prix des domaines c'était 12 € du mètre carré, et nous avons finalisé un prix de 16 € du mètre carré. Donc ça fait, les montants ne sont pas indiqués totaux parce que les mètres carrés peuvent changer, donc on ne va pas repasser des délibérations s'il y a 2 mètres en plus ou en moins. Donc le prix total c'est 2 281 632 au nombre de mètres carrés que nous avons aujourd'hui. Donc il y a quelque chose de drôle que j'ai raté. Ça va mieux là. Non, ça va mieux là. Ouais, c'est pour mon petit copain là. Là, il se sent beaucoup mieux là. Enlève ton masque si tu veux, on va remettre. Respire. Donc il y aura un accord signalématique de vente qui va être fait, et puis aussi une demande de faire, comme je l'ai dit pour Millet, dans une période de 36 mois. Donc ce que l'on vous propose, c'est de céder cette parcelle cadastrée numéro 245, donc c'est au nord du Vendéopole, qui fait 14 hectares, un peu plus que 14 hectares, à la société Exia, au prix de 16 €. Bien sûr, ils payent tous les frais afférents à cet achat. Donc d'autoriser Madame la Présidente à signer une promesse signalématique de vente et d'autoriser Madame la Présidente à se faire représenter le cas échéant. Y a-t-il des questions? Non? On va procéder au vote. Quelqu'un est-il contre? Abstention? Merci. Voilà, on n'était pas très inquiet sur le vote. Mais il n'a pas terminé. Je n'ai pas terminé. Juste pour, au cas où quelqu'un est l'industriel qui viendrait en logistique est européen. Voilà. C'est pas Amazon, quoi. Si quelqu'un a pensé à quelqu'un d'autre, à une autre entreprise, ça n'est pas elle. Voilà. Le dernier, donc, c'est il y a deux ventes. C'est vente terrain à bâtir situé sur le Vendéopole aussi. Mais alors là, c'est sur la partie sud du Vendéopole. Pour la société BioHabitat, c'est une promesse unilatérale de vente relative à la vente
d'un terrain qui va faire 10 hectares d'un côté, et par ailleurs, ils ont aussi décidé qu'ils feraient l'acquisition du terrain où ils sont locataires aujourd'hui. Voilà. Donc, la première chose qui va être faite, c'est l'acquisition de 10 hectares qui est au sud du bâtiment qu'ils ont aujourd'hui. Les 10 hectares seront achetés à 12 €, au prix de 12 €, qui était le prix que nous avait donné France Domaine. Et par ailleurs, donc, ils vont faire l'acquisition du bâtiment où ils sont aujourd'hui, où ils font de la maintenance pour les mobil-homes. Ça va être transformé en une unité de production. Et l'accord que l'on a, c'est aujourd'hui, vous savez, ils sont locataires depuis le 1er avril 2017. Et ils ont un bail de location jusqu'au 31 mars 2026. Et ce que l'on fait avec eux, c'est qu'ils s'engagent unilatéralement, enfin une cinématique de vente, pardon, j'oublie, pour acheter ce local et les 3 hectares sur lesquels est bâti ce local au prix de 2,7 millions. Donc là, il y a les deux enfin c'est une seule délibération, mais pour les 2 objets. Le premier, c'est de céder le terrain qui fait 10 hectares à 12 € du mètre carré, et bien évidemment, ils payent tous les frais à leur charge. Et 2, de s'engager à céder le terrain sur lequel ils sont aujourd'hui locataires pour un prix de 2,7 millions. Voilà. Ce que l'on demande, donc, c'est d'autoriser Madame la Présidente à signer les actes notariés, d'autoriser Madame la Présidente à se faire représenter le cas échéant. Y a-t-il des questions? Oui. Pardon? Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un écart de prix entre les 2 délibérations? Entre 12 et 16. C'est une question de négociation, tout simplement. C'est aussi simple que ça. On a pu négocier un meilleur prix avec Exia, qui est externe, et qu'avec BioHabitat. Il y a une question aussi d'urgence que vous comprendrez bien pour BioHabitat. Et donc, d'ailleurs, pour répondre à cette question d'urgence, on va passer par une location pendant quelques mois, de manière à ce que derrière, ils puissent faire l'acquisition du terrain, mais pour qu'ils puissent commencer à travailler immédiatement. C'est une question de négociation. Oui, mais non. C'est 2 € le prix des domaines. C'est le prix des domaines, en fait, qu'on a respecté, qui est 12 €. Et par ailleurs, vous avez le bâtiment qui, aujourd'hui, pour vous donner un prix, il loue 10 000 € par mois. Et ils vont le payer 2,7 millions. Et après, on répond à une urgence sur le territoire. En fait, dans ce qui leur est arrivé, ça a bousculé un petit peu les choses. On répond aussi à nos salariés qui vont pouvoir rester sur le territoire. On a eu une crainte de se dire que ça pouvait très bien être plus qu'une crainte, en effet, parce qu'avec Bruno, on les a rencontrés quand même à maintes reprises. Aujourd'hui, la négociation s'est arrêtée sur ce montant-là. Voilà, aujourd'hui, honnêtement, on s'en félicite, parce qu'on garde une belle entreprise, un fleuron d'industrie sur notre territoire. On stabilise un nombre conséquent de familles qui aujourd'hui vivent, pas que sur Luçon, mais sur les alentours, et vont pouvoir bénéficier d'un emploi sur Saint-Hermine. Voilà, donc en effet, il y a un écart, mais un écart, vous savez bien, c'est l'offre et la demande, c'est l'urgence, c'est la négociation. Voilà, et puis l'estimation des domaines, elle est à 12. Donc, c'est un prix qui est justifié, c'est un prix... Et on avait le risque qu'ils partent à la chaise, tout simplement, pour être très brutal. Je pense que si on n'avait pas négocié, on n'était pas arrivé à un accord, ils seraient partis. Aussi simple que ça. Et là, on va récupérer peut-être 100 emplois en plus de ce qu'il y a aujourd'hui, et on en aurait perdu 150. Donc je pense que le jeu envoie la chandelle. On perd des emplois, et puis on déstabilisait beaucoup de familles, on déstructurait. Et puis autour de ça, c'est les écoles, l'habitat, c'est nos bourgs. Enfin voilà, c'est tout un contexte plus large. Voilà. Donc moi je tiens à féliciter le service économique qui vraiment met beaucoup d'énergie
pour capter des entreprises, et on voit bien, ça marche. On est en pleine dynamique, c'est pas terminé, il y a de nouvelles sollicitations. On a aussi la chance d'avoir un Vendéopole qui permet d'accueillir des grosses entreprises. Il faut savoir que sur le territoire vendéen, il y a peu de surfaces disponibles comme les nôtres. Proximité d'un axe autoroutier, donc d'un axe facile. Donc aujourd'hui, on est sur cette belle dynamique. Alors cette dynamique, elle n'existait pas ces dernières années, mais je tiens surtout à féliciter le service autour de Bruno qui fait un très gros travail et que les entreprises apprécient beaucoup, puisque quand on les rencontre en dehors, ils nous expriment. Voilà. Merci Brigitte, je communiquerai à l'équipe. Est-ce que je peux en profiter, juste comme j'ai l'antenne on vous a envoyé à tous les maires, on a envoyé des 44 communes une lettre en disant qu'on allait visiter les entreprises et que vous puissiez nous signaler les entreprises où vous pensez que nous devons aller en priorité. On n'a reçu qu'une seule réponse, et d'ailleurs il n'est pas là, je ne vais pas le dénoncer, mais on n'a qu'une seule réponse. Donc si vous pouvez nous donner les entreprises, à moi il n'y en a pas, peut-être que vous n'avez pas besoin qu'on le fasse, dites-le nous, c'est pas de souci, mais si vous avez des entreprises, qu'on aille les voir le plus vite possible. La deuxième chose qu'on va organiser d'ici la fin de l'année, on va envoyer à toutes les entreprises on va faire Mareuil, Luçon, Saint-Michel, Chaillé, Saint-Hermine. On va envoyer donc à toutes les entreprises qui sont à côté de ces lieux des invitations pour un petit déjeuner. On va faire ça pour à peu près toutes les semaines du mois de décembre de mémoire. On commence en novembre. Voilà. Donc on vous préviendra quand il y aura ce petit déjeuner et vous pouvez venir. Mais là aussi, si vous pouvez nous signaler des entreprises qui ont des problèmes qu'on pourrait aider, dites-le nous. Ça permettra d'aller plus vite dans la résolution de leurs problèmes. Merci beaucoup, Merci. Bruno. Alors, je continue, je reprends la main. Alors là, du coup, on est toujours sur des ventes, mais là, on est sur la vente d'une maison. Vous le savez, à Saint-Hermine, il y a un EHPAD. Il y avait deux maisons, une qui était l'ancienne maison du directeur, l'autre qui était l'ancienne maison de l'agent technique. Celle du directeur, elle est vraiment enclavée dans l'EHPAD, donc pour le moment, elle est inutilisée, mais on n'a pas trouvé encore vraiment son usage. Par contre, la seconde, elle était un peu plus excentrée, avec une sortie directement sur la route. On a échangé avec notre collègue Philippe Barré et ses collègues de Saint-Hermine, et du coup, ils se sont positionnés pour l'acquérir. Donc, il vous est proposé ce soir donc cette délibération de céder à la commune de Saint-Hermine le pavillon et les garages au prix de 85 980 €. Alors, ce prix, ça comprend l'immeuble plus la séparation des réseaux, puisqu'en effet, les réseaux étaient liés à l'EHPAD. Donc, on a la séparation électricité, le téléphone, pose d'un coffret d'alimentation en eau et la division parcellaire. Pour le reste, les autres équipements seront bien sûr pris en charge par la commune de Saint-Hermine. Et puis ensuite, il vous est précisé qu'il faudra constater la désaffection du domaine public du dit bien et d'approuver son déclassement du domaine public intercommunal. Donc voilà, donc la délibération vous propose donc de constater dans un premier temps la désaffectation, comme je viens de vous le dire, d'approuver son déclassement du domaine public et ensuite de céder le bien immobilier pour un montant de 85 980 € net vendeur et de m'autoriser à signer l'acte ou à me faire représenter. Y a-t-il des questions? Non, je me vois. Est-il des voix contre? Des abstentions? Non. Vous vous abstenez? Vous êtes... Oui, vous vous abstenez. Ouais. Vous avez raison. Très bien. Merci beaucoup. La délibération suivante, alors on est toujours sur Saint-Hermine, donc et là, c'est la commune qui souhaite acquérir une emprise foncière de 8 680 mètres carrés dans le but de procéder à la construction d'un nouveau groupe scolaire. C'est un travail qui est en cours, d'ailleurs, avec la commune de Saint-Hermine sur la mutualisation après des services au niveau du centre de loisirs. Et donc, il vous est proposé cette cession, donc 8 680 mètres carrés, à un prix de 6 € le mètre carré, étant précisé que les frais notariés sont à la charge de la commune, de m'autoriser à signer l'acte et puis ou à me faire représenter. Y a-t-il des questions?
Non, je me vois, est-il des voix contre? Du coup, vous n'allez pas prendre part au vote, c'est même pas vous abstenir, vous ne prenez pas part au vote. Des abstentions? Non, très bien, je vous remercie. Le point suivant, on dépense. On ne peut pas toujours vendre. Donc là, il s'agit de l'acquisition d'un ensemble immobilier situé dans la zone d'activité Sébastopol sur la commune de Luçon. Alors, c'est rue des Moutiers, pour ceux qui l'illustrent. Il s'agit d'un ensemble immobilier qui est la propriété de Biohabitat. Vous savez que Biohabitat avait l'intention de se restructurer de toute façon et de quitter l'usine qui doit être, ça a été la U2, qui est route de La Roche, et aussi de se séparer donc, de cette parcelle. Donc, il y a un terrain de 15 000 m², il y a un hangar, il y a un petit entrepôt de structure d'acier et puis un chapiteau. Vous avez le détail des surfaces et il vous est proposé donc de faire l'acquisition de cet ensemble pour un prix de 600 000 € hors taxe. Alors en face, ouais, en face, on a en face, pour mémoire, on avait inscrit une subvention dans le cadre du contrat Vendée Territoire d'un montant de 571 000 € qui va couvrir en grande partie 80%, puisqu'après on va faire des travaux sur ce terrain-là. Mais adossé à cette acquisition, on a une subvention qui était c'est même pas dans le contrat Vendée Territoire, c'est en fait dans le plan de relance du Conseil départemental 2021. La réflexion qui est menée autour de ce terrain-là, c'est de pouvoir centraliser ou recentraliser nos services techniques. Vous le savez, aujourd'hui, on a des équipements qui sont un peu disséminés à l'échelle de la communauté de communes. On a parfois aussi des équipements qui sont dans des bâtiments qui ne nous appartiennent pas, donc on est obligé de les louer. Je cite par exemple l'ancienne piscine de Luçon, où on a encore du matériel en sous-sol. Donc l'idée, c'est de retravailler sur un centre, un local qui permette de regrouper tous ces services. Dans la temporalité, on l'a pas fixé. Vous le verrez, il sera inscrit sur le PPI. Il est inscrit, oui, c'est pour ça, oui, il est inscrit sur le PPI. Mais voilà, donc c'est une opportunité d'avoir un terrain bien situé sur la ville de Luçon pour regrouper tous ces services. Et donc, il vous est proposé d'acquérir l'ensemble immobilier pour un montant de 600 000 € hors taxe auprès de la société Biohabitat, étant précisé que les frais de notaire, évidemment, sont à la charge de la communauté de communes, et de m'autoriser à signer les documents ou à me faire représenter. Y a-t-il des questions ou des observations? Non, je vous remercie. Je me vois. Est-il voix contre? Des abstentions? Merci. Il a voté pour Biohabitat. Il faut qu'il revienne sur Biohabitat. Il n'a pas fait voter apparemment. Tu n'as pas fait voter Biohabitat. Alors, je t'en prie, reviens sur Biohabitat. Oui, pardon, je reviens sur Biohabitat parce qu'en fait, on a discuté des points, mais on n'a pas voté. Donc, je voudrais revenir sur... Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur Biohabitat, sur la vente, sur les deux ventes, pardon? Non? Donc, on va procéder au vote. Quelqu'un est-il contre? Abstention? Non? Merci. Voilà. Merci beaucoup. Ouf, ouf. On continue et je passe la parole à Marie pour les maisons d'enfance. Oui, bonjour à vous tous, ou bonsoir plus exactement. Voilà, je vous emmène vers la petite enfance et des moyens de garde qui sont déployés dans nos maisons de l'enfance de Luçon et de Saint-Hermine. L'Assemblée est informée qu'il est nécessaire de réviser les tarifs des maisons de l'enfance de Saint-Hermine et de Luçon, compte tenu des tarifs établis par la CAF. Les tarifs ci-dessous sont applicables pour l'année 2021. Je pense que vous avez tous lu les petits tableaux, n'est-ce pas, qui permettent de savoir comment cela fonctionne en fonction des coefficients familiaux, etc. Donc, nous pratiquerons dès cette année ces tarifs, sachant aussi qu'il y a un barème déterminé par le gestionnaire, c'est-à-dire nous, communauté de communes, à savoir que l'accueil régulier et occasionnel, pendant cet accueil, toute demi-heure commencée sera facturée
au tarif horaire appliqué à la famille, avec une tolérance accordée de 10 minutes. Pour l'accueil des enfants résidant hors du secteur géographique de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral et dont aucun des parents ne travaille sur le territoire de notre communauté de communes, une majoration de 15% sera appliquée au tarif horaire de la famille, quel que soit le type d'accueil. En retard à la fermeture, ce qui peut arriver après 19 h, heure de fermeture des structures, le retard est facturé 15 € l'heure, quel que soit le type d'accueil. Toute heure commencée est due. D'autre part, c'est pour ça qu'il est proposé aux membres du conseil communautaire de maintenir les taux de participation des familles et du plafond des rémunérations décidé ci-après et d'appliquer les tarifs déterminés par la CNAF pour l'année 2021 tels que détaillés ci-dessus. Ces tarifs sont également valables dans les micro-crèches. Des précisions? C'est suffisant? Vous êtes d'accord? Qui n'est pas d'accord? Je vous remercie. Merci, Présidente. Et maintenant, je passe la parole à Guy. Bonsoir à vous. Alors là, ça concerne une demande de subvention d'aide à l'enseignement musical auprès du Conseil départemental de la Vendée pour l'année scolaire 2021-2022. L'école de musique intercommunale Sud-Vendée peut prétendre à une subvention aide à l'enseignement musical d'un montant de 24 € par élève pour l'année scolaire 2021-2022. Actuellement, depuis la rentrée, on a à peu près 495 élèves sur l'ensemble des quatre sites. Voilà, il vous est proposé de solliciter le conseil départemental pour une subvention aide à l'enseignement musical pour l'année scolaire 2021-2022 et d'autoriser la présidente à signer cette demande de subvention. Y a-t-il des questions? On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Alors, la 22, nous l'avons faite. David, c'est parfait, merci. Nous passons à la délibération suivante qui concerne des modalités concernant la période de préparation au reclassement au niveau du RIPSEP. Alors, il vous est proposé en fait d'adapter le versement du régime indemnitaire à la période de préparation, c'est-à-dire en fait tout simplement de la supprimer, puisque l'agent n'est plus à ce moment-là en poste au niveau de la collectivité. On a travaillé ça avec le comité technique qui s'est tenu le 11 octobre et on a donc recueilli un avis favorable. Donc du coup, il vous est proposé de valider les modalités complémentaires d'application du RIFSEP suivantes. Suspension du versement de l'IFSE et du CIA pendant la durée du reclassement. Période de préparation au reclassement. Et puis de m'autoriser à signer les documents. Y a-t-il des questions? Non, je me vois. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non, je vous remercie. Dernière délibération, on est sur une modification du tableau des emplois. Et là, il s'agit de la réorganisation d'un service au niveau de la cuisine centrale. Vous aviez le détail dans le document. Donc, il vous est proposé la modification du temps de travail tel qu'il était expliqué, et puis donc de modifier le tableau des effectifs actualisé. Il y a la cuisine centrale, il y a le CIAS. Oui, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui bascule du CIAS vers la cuisine centrale. Voilà, donc qui augmente son temps. Ah, il n'y a pas d'impact. Ah, pardon. Ah, ça, oui, tu as raison, je dois le souligner. La réorganisation du service n'a pas d'impact sur la masse salariale. Voilà, en fait, c'est vraiment un jeu de peu de chaises musicales, où chacun trouve une place qui lui correspond le mieux. Donc voilà, il n'y a pas de souci, c'était vraiment une demande de nos agents. Est-ce qu'il y a des observations? Pas de questions? Des voix contre? Des abstentions? Merci. J'en ai terminé avec le conseil communautaire formel. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Avant cela, j'en ai une qui est importante. Quand nous avons fixé nos dates de conseil communautaire, il s'avère que celui qui est le mois prochain tombe pendant les derniers jours du congrès des maires à Paris.
J'ai vraiment besoin de savoir si je peux maintenir ce conseil communautaire ou si nous devons le décaler, ce qui est toujours hyper compliqué, mais on fera un petit miracle. Mais en fait, voilà, moi j'ai besoin de savoir, est-ce qu'à main levée, vous pouvez me dire ceux qui sont sûrs de ne pas être là le 18 ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Merci beaucoup. Et donc, il n'y en a pas beaucoup qui sont absents. Je verrai avec, on va interroger aussi nos collègues qui ont donné des pouvoirs, parce qu'on avait beaucoup de pouvoirs ce soir. Donc, je vais aussi les interroger pour voir, et on vous tient au courant très, très rapidement. Avec Stéphanie, on fait ça. Je vous remercie de votre attention. Oui. Pour vous informer, dans le cadre de la saison culturelle 2021, au niveau de l'automne, il y a un spectacle demain soir à l'espace culturel, Une vie sur mesure, avec Cédric Chapuis. Voilà, je vous invite tous à ce spectacle. Merci. Ok, très bien. Merci beaucoup. Très bonne soirée.